Émission 886. Cette semaine, à Taboy, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, toutes. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres pilons dans la tête depuis avoir lu la BD, là. Il faut le dire, là. Ataboy puis bye-bye. C'est hommage à François Pérusse pour commencer. Je les présente à l'instant. Le premier a la capacité d'épuiser Deadpool. Le cinéaste Johan Carl Wissel est avec nous. Salut Johan. Allô. D'épuiser Deadpool, j'y crois. Oui. J'y crois. T'es rendu presque dans la cinquantaine, Johan? Wow, là, il me reste quelques années, là. Mais t'as de l'énergie, t'as toujours eu l'énergie, Oui. je te connais. Oui. Je pense que tu vas l'avoir pour un bon bout encore. Oh, jusque dans ma tombe. Jusqu'à dans ta tombe. OK. Peut-être même après. Même après. Oui, je vais revenir. Pendant la zombie-apocalypse, je vais revenir puis je vais avoir bien de l'énergie. Excellent. Hey, gang, est-ce qu'on va manger du cerveau? C'est genre le seul gars enthousiaste. Finalement, l'apocalypse est arrivé. Genre, hey, on va-tu comme voler de l'eau à de la tribu adverse? Comment gang? C'est comme, Johan, non, hey, pour vrai, le teamwork. C'est comme toutes ces années d'écouter des films post-apo ont servi à quelque chose. Je vais être tellement prêt. Ça va être la recherche. Tellement prêt. En parlant de gens qu'on aime, moi je parlais de Johan, mais une autre personne que j'aime beaucoup, Johan, dont je voulais comme juste souligner sa super soirée qui aura lieu demain soir, donc le mardi 25 février prochain. C'est notre ami Rémi Fréchette. Oui. Rémi Fréchette avec qui je fais Bifurcation, le podcast exclusif pour les membres Patreon. Rémi qui est aussi un ami de... tu connais Rémi depuis longtemps. Comme je dis à chaque fois que tu mentionnes son nom, un homme formidable. Un homme formidable. Rémi est un réalisateur qui se donne corps et âme depuis longtemps. Je sais pas si j'y ai déjà dit en vrai, puis probablement qu'il n'entendra pas ça, mais Rémi, le compliment, c'est que c'est quelqu'un de un peu comme toi, tu sais, qui fait du cinéma pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui est inclusif, qui fait des gangs, qui fait des projets parce qu'il trippe l'idée pour de la faire cocaïne. des films. Pour la cocaïne. Et la xénochrome, bien sûr. Mais non, pour justement l'idée de faire des projets, de les amener à terme, puis de tripper là-dedans. Il fait pas du cinéma pour le lifestyle. Parce que je pense que certaines personnes sont un petit peu dans cette philosophie-là. Et donc, je les comprends pas, ces gens-là. Moi non c'est plus. tellement tough faire du cinéma. Si tu fais ça pour le lifestyle, il me semble que il y a d'autres façons d'avoir un lifestyle cool. C'est le genre de milieu qui amène des psychopathes, man. Ouais, il y en a plein c'est comme vrai. ça. Il y a ça dans les médias aussi. Il y en a toutes les espèces de comment je peux dire, de postes ou de places où tu peux shiner. Ça attire certaines personnalités. Anyway, c'est pas le cas de Rémi, c'est pas le cas de toi. Et Rémi va présenter dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Ça, c'est un festival qu'il y a eu à chaque année à la Cinémathèque, entre autres choses, dédié au cinéma québécois. Oui. Il va présenter son plus récent film qui s'appelle Time Man. Time Man a été présenté dans le cadre de Spasme en octobre dernier. Malheureusement, je n'ai pu assister à la projection, quoique j'ai fait une entrevue avec Rémi que vous pouvez aller écouter dans les archives des Mystérieux Étonnants. Donc, Time Man est en représentation durant Québec Cinéma dans le cadre d'un ciné-concert. Donc, il a retiré les musiques, les pièces musicales de son film et il y a un band live qui va accompagner le film pendant la projection. Comme idée, c'est une super idée. En fait, c'est comme ça que la bande originale a été enregistrée. Ça aussi, c'est absolument génial puis trippant, là. Yep. Tu sais, qui pense à ça, Colin? Oui. Juste à Rémi, genre, qui pense à faire ce genre d'affaires-là. C'est de l'art. Pour de vrai, c'est de l'art. C'est de l'art, absolument. Ouais. Absolument. Donc, le band en question, c'est le même band qui a enregistré la trame d'original. Ça s'appelle Papa Sésame and Friends. C'est du genre de jazz très, très rythmé. Donc, ils ont retiré de la bande du film. Le band accompagne le film en direct. Puis ça se passe à la Cinémathèque. Je l'ai mentionné à partir de 21h30 et c'est gratuit. D'ailleurs, la plupart des activités de Québec Cinéma sont gratuites, à part les projections des films en salle, bien sûr. Mais il y a toujours des activités qui se passent à la Cinémathèque. Il y en a plein. Je sais que notre ami Maxime Gervais va être là aussi avec Claude Cress prochainement, si c'est pas déjà fait. Puis toutes ces affaires-là, c'est gratos. Donc, il y a une bonne variété. Génial. C'est vraiment très cool. Vraiment nice que ça existe encore. Donc, si vous voulez encourager Rémi, son film, c'est demain, Time Man, 25 février, 21h30, Cinémathèque. Puis je pense que ça vaut la peine. Je sais pas quand ce film-là va être disponible sous un autre format ou qu'importe là, en DVD. Je sais pas si c'est un plan de Rémi, mais en tout cas, de cette façon-là de l'écouter, comme le cinéma était fait d'ailleurs dans le temps, là, quand c'était muet,
C'est unique. C'est unique comme événement. Puis on souhaite de bonne chance. Je vais essayer de faire un tour. Puis si par contre je suis pas là, vous allez m'entendre dans le film parce qu'une des personnes qui fait les bandes annonces, qui fait les voix off pour les bandes annonces, ben c'est moi. Donc c'est Rémi qui m'a offert la chance de faire ça. C'est une belle voix radiophonique. Pas aujourd'hui, je parle un petit peu du nez aujourd'hui. On l'entend pas. Non, tu l'entends Puis pas? avec le Nicta, je croirais que ça serait pas mal plus fort. Écoute, bon, merci. T'as le droit de ball-headed freak. On devrait faire une télésérie détective là, comme The Bald and a Nose. The Bald and a Nose. Mais tu sais, je pense qu'on finit un peu comme Monsieur Magoo à tomber sur le coupable de façon tout à fait aléatoire. Aléatoire. On n'a pas vraiment enquêté. Là. Mais je faisais une blague parce que j'ai eu un rhume. J'utilise mon crâne pour refléter dans l'œil du méchant puis il tombe du building. Mais tu sais qu'on a déjà parlé de ça, créer la pire équipe des mutants. Toi, t'as pas de cheveux. Moi, j'ai une plaque sur la jambe. Oui. C'était la plaque et le chauve. Oui, ça serait vraiment... Je répugne mais qu'il y a le monde avec ma plaque. Toi, t'es comme tes aveugles avec... Yeah, super équipe, man. Comment ça, on est cancellé au bout de 2 épisodes? Je sais pas. Il y a personne qui écoute. Comment ça? Voyons non, c'est quoi cette histoire-là? On a un concept. On a un très bon concept. Bon, c'est ça la petite plug pour Rémi. Allez encourager Rémi demain à Québec Cinéma. Puis sinon, le temps qu'on se mette un petit peu dans le bain, Johan, j'ai aussi un message vocal qui a été laissé sur notre SpeakPipe par un auditeur qui s'appelle Thierry. Je pense qu'il a déjà laissé un message par le passé. Et il nous envoie une question. OK. Et je trouve une très bonne question, en fait. Je vais vous la laisser écouter, puis on va en jaser après. Salut les mystérieux. Question pour vous cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui couchent les livres sur les pages ouvertes? Est-ce que ça vous dérange pas trop ou vous êtes comme genre Lucien dans Ville les Misérables puis vous pétez votre coche? Moi, j'ai tendance à faire vraiment attention à mes BD, là, surtout les BD européennes là, avec les couvertures rigides. Là. D'un autre côté, les livres de poche, là, ça vient maganer pas mal vite là, quand j'y transporte avec moi. Là. Puis même quand j'étais en voyage, puis j'ai un livre de poche, là, les pages que j'ai lues, je les enlève, là, je les déchire, puis je les jette, là, comme ça serait plus léger à transporter. Voyons. Curieux de vous entendre là-dessus. Merci. Hey, j'étais avec lui, mais à la fin, il m'a comme... Moi aussi. C'est une balle courbe, là. Même affaire. Genre, c'est comme s'il avait dit « En passant, je tue des humains. » Oui, c'est ça. J'adore la chair humaine. C'est ça qui t'arranges des pages. Ça, c'est fou, par contre. Pour que ça soit plus... Léger. Pour le transporter. Wow! Ouais. Tu veux ça me flabbergasté. Toi, comment tu t'occupes de tes livres? Mes bandes dessinées, ouais. Exemple, si je prête ou tout ça, il n'y a rien qui me fâche plus quand je la reçois qu'elle était trop ouverte. Je vois ça à ce point-là, sur mes trades. Il faut que, quand je les lis, je craque pas comme ouvert au complet. L'espèce de colle, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je l'ouvre, mais comme mais comment tu le remarques? Tu le marques sur le dos du livre ou de la BD, non? Ah, comment je le marque? Tu le remarques, je veux dire. Ah oui. Non, je le vois tout de suite parce qu'elle s'ouvre bien trop. Ah, OK. Tu le vois tout de suite. Quelqu'un qui n'a pas respecté ton objet, tu le vois tout de suite. Tu fais comme moi, tu prêtes pas tes BD. mais les livres, ça me dérange moins. Je les ouvre. Ouais. Puis habituellement, j'utilise un signet. Oui. Comme... Quelqu'un qui n'est pas un psychopathe. Et si j'ai pas un signet, ça va être n'importe quoi qui est plat, mais qui fit dans la page et qui ne déformera pas le livre. OK. Écoute, j'étais comme toi jadis. Tu vas pas me dire que tu le flippes à l'envers. Non. Mais oui, pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu laisses ouverte anyway ta BD. Ah non, ça me rend fou. Écoute, je veux dire une chose. Quand j'étais plus jeune, puis quand je dis plus jeune, là, ça date à peut-être presque une dizaine d'années. Là. Fait que, bon, j'étais considéré encore jeune dans ce temps-là. Je faisais excessivement attention à mes BD puis à mes livres. Donc, pour moi, même un livre de poche, là, un peu plus cheapette, je faisais excessivement attention. Pour moi, c'était impensable de plier un coin de page pour savoir où j'étais rendu à ma lecture. C'est encore le cas pour mes BD. Puis je fais encore un peu plus attention à mes BD, mais mes livres, pour vrai, maintenant, là, ils passent. Ils passent. Qu'est-ce que je faisais, puis que ça fait longtemps que je n'ai pas fait? Je pliais le haut de la page, par exemple. Ouais, ça, je fais ça. C'est juste prendre le coin, comme ça, tu peux le retrouver. Ouais. Mais je sais que ça peut être pesant, un livre, mais arracher des pages... Des pages, c'est intense. C'est quelque chose. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, moi, complètement. Au point où je me demande s'il n'est pas en train de nous troller. Je peux pas croire que tu fais ça, dude. Mais, ou... Ouais.
il est vraiment plus zen que nous autres. Il a atteint un niveau c'est ça. de liberté. Il s'est complètement défait du matériel. Exactement. Oui. J'ai lu cette page-là, je la relirai plus. Oui. Je m'en dépare, je l'enlève, je passe à autre chose, je suis évolué, j'atteins le nirvana. Oui, Thierry vibre sur une autre fréquence. Exactement, je pense. Il marche dans le monde tel un Dr Manhattan. Pour vrai, peut-être que oui. Peut-être qu'il a réussi à se créer cette distance-là avec les objets matériels. Ou c'est juste un sociopathe. Oh, c'est un ou l'autre. Regardez, soit qu'on devrait tous le suivre dans sa nouvelle religion, ou on devrait creuser dans son sous-sol, savoir s'il y a des corps. Quel de burbs. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas un show de nuance ici. C'est soit la réincarnation de Jésus ou le nouveau Jeffrey Dahmer. Il n'y a pas d'entre-deux. Quoi que la rencontre entre les deux serait un très bon film. Oh oui. C'est An Evening with Jesus and Jeffrey Dahmer. Oui, c'est My Dinner with Andre, mais c'est Jésus et Jeffrey Dahmer. Puis Jésus hésite toujours à prendre la première bouchée parce que c'est Jésus qui est invité à la table de Dahmer. Ouais, puis il n'arrête pas de transformer ça en pain. T'as acheté le poulet où? Tu sais, il doute. Il est poli, mais il doute. Il peut pas être insultant non plus. Ben écoute, série, mais sinon, au niveau des BD, non, je fais encore attention, mais je suis moins freak que je l'ai déjà été. Je fais moins attention, je suis moins freak, mais je veux quand même pas l'ouvrir trop grand. Je veux que l'objet... On dirait... Tu sais, un livre, on dirait à cause qu'il n'y a pas de dessin, on dirait que c'est moins grave. Je comprends. La qualité peut-être même du livre. Tu sais, le livre de poche, lui, il parle de livre de poche. Là, oui, c'est ça. Même le papier est souvent ordinaire. Ouais, tu sais, les livres, ce qu'on appelle des paperback mass market en anglais. Ouais, les livres où est-ce qu'ils sont vraiment cheapettes. Là, c'est imprimé sur une impression, c'est du papier transparent. Là. Ça, je peux comprendre. Mais même, là, écoute, j'ai regardé les prix. Je suis allé dans une librairie un petit peu plus grande surface récemment, puis le prix du livre, même cheapette, il n'est pas donné. Hein. Non. Fait que déchirer. Moi, j'aime bien là, le livre. Je sais que c'est complètement mercantile, que ça n'a pas rapport, puis ça m'amène aucune valeur, mais j'aime ça, avoir fini le livre et le mettre dans ma bibliothèque. C'est comme une médaille d'honneur. Oui. Le fait de déchirer les pages, j'ai de la misère avec ça. Au pire, aller, je le mets dans une espèce de boîte de bouquinerie. Là. Je ne sais pas si les gens ont ça en Europe, mais ici à Montréal, tu peux laisser ton livre une fois terminé dans des espèces de boîtes de café. Passer au prochain. Puis souvent, en fait, l'idée, c'est que tu laisses un livre puis tu en prends un autre ou tu peux juste laisser tes livres là-dedans. Mais de déchirer les pages, ça, c'est psychopathe rare. Non, ou Dr Manhattan. Ou une nouvelle religion. Ouais. Ou j'espère que Thierry va pas à la bibliothèque avant de partir en voyage. Ouais, j'espère que la grande bibliothèque a retiré son abonnement. Ils ont peut-être compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Il ramène juste les couvertures après son voyage. Oui, c'est ça. Telle une plure de banane à la Bibliothèque nationale. Mais sinon, les livres non-fiction que je lis, je les plie, je les surligne. J'écris des trucs en marge. Ça, je faisais pas ça avant. Maintenant, je fais ça. Ouais. Ah, très drôle. Marie, quand elle a lu Jurassic Park, ma conjointe, a lu Jurassic Park quand elle était très jeune. Puis elle a encore le livre. Quand tu l'ouvres, elle a pris des notes, puis elle a souligné comme les parties où c'est que tu sais, qui parlent de science. Puis tout ça. Oui. Mais tu sais, elle était jeune, là. Elle était comme début adolescente. Là. C'était comme si c'était pas seulement un roman, mais un livre de science. En tout cas, c'est très cute. Avez-vous relu les notes juste pour voir ce qu'elle dit? Oui. C'est-tu naïf? C'est quoi? Non, ça a du sens dans l'univers. C'est cute, ça. Oui, c'est adorable. Ah, nice. Ben, c'est ça, Thierry. Écoute, je sais pas quoi faire pour toi. Merci, par exemple, du commentaire. C'était très apprécié. Très bonne question. Plus les BD que les livres, mais... Si tu parles ta religion, je suis in. Si tu m'invites à souper, je me pose des questions. C'est toi le souper. Merci. Si vous voulez laisser un message comme Thierry, l'adresse est speakpipe.com/mystérieux. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Ça prend 30 secondes, ça prend une minute, ça dépend de la longueur du message vocal. Mais vous nous le laissez, vous pouvez même l'écouter avant de l'envoyer. Donc ça peut être question, commentaire pour l'équipe. Vous pouvez vous pratiquer, ça veut dire. C'est ça, parce que les gens n'aiment pas leur voix, sont intimidés, mais j'aime ça faire participer les auditeurs comme ça au show. Puis vous aimez pas votre voix, mais tout le reste de la planète n'a pas de problème avec votre voix. Non, c'est ça. Moi-même, j'haïs ma voix, puis tout le monde haït ça. Ça n'a pas de sens. Que t'haïs ta voix. J'haïs ma voix. Elle est tellement chaude. Non, je trouve que je parle comme un adolescent.
Oh, ouais. J'ai l'impression dans ma tête que je parle comme un cégepien qui essaie de faire son frais, son deep, mais qui finalement, il sait pas de quoi il parle. Ah, ouais. Ouais, c'est la perspective. C'est tellement weird parce que c'est pas ça du tout. Là. Ah, ben, écoute, je sais pas d'où ça vient, là, mais oh non, t'as une voix chaude et chaleureuse. Ah, merci. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Peut-être qu'il faudrait que je le mette plus en valeur. Oui. Dans des contextes. Ouais, ben, tu sais, si on regarde le reste, moi, je mettrais vraiment ma voix en valeur. Merci, Yoann. C'est très gentil, fucker. Tu veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, mon cher Yoann? J'ai vu que tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de Marvel Rivals. Ben oui, on a joué un petit peu. On a essayé, mais je suis pas patient. Là. Oh, t'as pas été patient, Non, Benoît. j'ai pas été patient. T'as pas été patient. Non, mais j'étais un peu fatigué aussi. Là, puis genre, j'étais comme, ça me tente pas. Ça pue. Moi, j'ai aimé surtout mais on peut jouer à d'autres choses. Non, c'est correct. Là. J'avais ma patience. Je l'entendais dans ta voix. Ouais, je me suis dit, ça, c'est un homme qui nous exprime sa semaine au complet dans ce petit moment-là. Ma semaine n'avait pas été si pire. C'est juste que je suis tombé malade comme jeudi. Ah, ça craint. Tu sais, juste à temps pour la fin de semaine. Fait que j'attendais. Je sais pas pourquoi. Moi, la fin de semaine, j'aime ça prendre ça relax, lire, faire mon lavage. Là, j'étais comme juste assis sur mon divan en train de suer, puis moucher. Puis là, j'ai compris le principe, mais ça me tentait pas. Mais c'est peut-être expliqué pour les gens à la maison. C'est quoi? Parce que toi, je pense que tu as quand même trouvé un petit peu ton pied. J'ai fini par trouver mon pied. Ouais. Je vais faire un parallèle avec Overwatch parce que c'est un peu un clone d'Overwatch. Moi, je suis pas le plus gros fan des hero shooters. Là. C'est comme ça s'appelle, où c'est que tu choisis un personnage. Puis là, ton personnage a des pouvoirs. Puis... Ça peut être le tank, le healer, le support. C'est ça. Ouais. Dépendamment des jeux, là, mais c'est tout le temps un peu les mêmes catégories. C'est tout le temps un peu la même recette dans ces hero shooters-là. Tu sais, j'ai juste joué 24 heures à Rival, puis j'ai joué un petit peu plus à Overwatch, mais si je comparais mes 2 premiers 24 heures avec chacun des jeux, je trouve que Overwatch... Puis là, je sais, Rival est super populaire, puis là, haïssez-moi pas pour qu'est-ce que je m'apprête à dire. Mais je trouve que le premier 24 heures de Overwatch était plus clair, puis mieux... comme mieux ficelé. Quand tu dis plus clair, est-ce que c'est par rapport à moi la chose qui me gossait le plus, le manque de feedback? Oui, ça, c'est un énorme problème de Rival. Ouais. On ressent pas l'impact de quand on tire. Ouais. Puis c'est même pas que c'est pas tant la manette qui veut pas. Je pense que c'est dans le design sonore ou dans ce qu'on voit à l'écran. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris Venom, puis il se bat en combat rapproché, puis c'est comme les genres de tentacules qu'il lance par-dessus son corps, mais c'était même difficile de savoir c'est quoi la vraie distance. C'est comme... Je comprends, j'ai eu ce feeling-là moi aussi. Puis j'ai jamais eu ça à Overwatch. Overwatch, on dirait que dès que tu prends un personnage, au bout d'un 5-10 minutes, c'est comme « OK, correct, je comprends comment il fonctionne, je sais c'est quoi ses pouvoirs. Puis là, tout était un peu plus flou. C'est pas pour dire que Overwatch est si meilleur que Rival, là, puis Dieu sait, je suis pas la meilleure personne vu que je suis déjà pas le plus gros fan des hero shooters, mais j'ai trouvé Overwatch était plus clair. J'ai aussi, comme en jouant mes premières games de Overwatch, je sentais déjà comme la stratégie puis le monde se déplacer, tandis que là, c'est souvent prendre un point et essayer de contrôler le point le plus longtemps possible pour le prendre. Mais ça venait comme juste un gros smash de plein de personnes dans le milieu qui tournaient en rond. Puis j'ai pas vu... En tout cas, tu as moins vu la stratégie, mais c'est encore toute une vision de néophyte, entre guillemets, parce que t'as pas full joué. C'est un 24 heures comparé à un autre 24 heures. Tandis que je trouvais que... Puis j'ai joué à Overwatch 2, donc il y avait probablement plus de monde qui venait d'Overwatch 1. C'est peut-être pour ça quand je joue... Ben non, en même temps, Rival, c'est super populaire. Ça fait que le monde... Je devrais la voir, la stratégie, un peu plus. Là. Mais il y a plein de bonnes idées quand même dans Rival. Je peux-tu juste, avant que tu ailles plus loin, je dois juste dire que je suis d'accord avec tous les points que tu as soulevés. Moi, tous ces points-là ont fait que mon expérience, qui est excessivement subjective, bien sûr, n'a pas été agréable au point que c'est pour ça ça me tentait pas de continuer. Ouais, je comprends. Manque de feedback au niveau du gameplay en termes de... Je sais pas si je suis en train de faire mal à du monde. Oui, on dirait qu'il n'y a pas d'impact. Il y a ça. Puis l'idée que j'avais l'impression d'être un fantôme qui fonçait dans d'autres fantômes dans une arène excessivement rapprochée. Quand je dis fantôme, c'est que tout le monde se fonce dedans, ça fait un mash-up. Puis t'as l'impression, à cause qu'il n'y a pas de feedback, de juste comme d'être translucide, puis de passer à travers tes ennemis, puis tes alliés, puis
tout ça, c'est excessivement confus. Puis quand je joue avec vous autres, parce qu'on est un groupe qui joue, Johan, Anouk, ta soeur, puis nos amis Thierry, pas le Thierry qui nous a écrit tantôt, mais un autre Thierry. Il y a plus qu'un Thierry. Il y a plus qu'un Thierry, vous seriez étonné de l'apprendre. Il y a Thierry Ardisson, il y a Thierry... on fera pas aller ça. Thierry Lhermitte. Là, j'en cherche d'autres, là. Non, c'est ça, je trouve ça... C'était pas une bonne expérience de jouabilité pour moi. Puis c'est le genre de truc qui... Il y a des trucs pour lesquels j'ai beaucoup de patience, pour lesquels des trucs pour lesquels j'ai très peu de patience. Ouais. Et ça me fait chier. Mais quand j'ai l'impression d'être the butt of the joke, dans ce contexte-là, je suis pas capable de continuer. Il faut que j'arrête. Mais je t'ai coupé. Mais oui, il y a des très bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Il y a vraiment beaucoup de personnages, ce qui est le fun, puis qui va garder le jeu probablement frais. Le fait qu'on peut combiner certains combos des personnages. Ça, j'ai trouvé ça génial. Comme des comic books. Si tu te retrouves avec une équipe que tout le monde décide de prendre les Fantastic Four, vous allez avoir des attaques spéciales en combinaison parce que toutes les Fantastic Four sont dans une équipe ou avec les X-Men ou s'ils ont été en équipe. Ça, j'ai trouvé ça. C'est une idée absolument géniale. Les pouvoirs en général semblent être intéressants pour tous les personnages que j'ai utilisés. Très diversifiés. Très, très, très diversifiés. J'ai trouvé, par exemple, en jouant que le monde est porté à prendre... Tout le temps la même attaque. Tout le temps la même attaque, puis tout le temps les mêmes personnages. Oui. C'est Hulk puis The Thing. Ça, je l'ai vu dans toutes les games. Ouais. Puis il y en a plus qu'eux autres qui sont des tanks. J'ai l'impression que peut-être en petit groupe d'amis où c'est que tout le monde se force à essayer des nouveaux personnages, ça serait quasiment plus intéressant que quand tu joues en ligne où c'est que le monde a trouvé ces personnages-là sont plus faciles à contrôler ou sont plus puissants. Ça fait que je suis porté... Je veux gagner absolument, je veux pas vraiment apprendre d'autres personnages. C'est peut-être un problème, mais ça, comment tu fais pour pallier à ce problème-là? Après, il faut que tu fasses balancer les personnages, mais quand tu as autant de personnages que ça devient un casse-tête. Ça fait que NetEase, c'est un travail de moine. Là. Oui, un truc que j'ai beaucoup aimé, puis c'est pas tant par rapport à la jouabilité, mais c'est le design des personnages. Oui. Parce que oui, on est allé puiser dans le grand canon de Marvel Comics, puis Dieu sait qu'il y a des milliers de personnages. Oui, des milliers, vous avez bien entendu. Mais il n'y a pas de version qu'on pourrait identifier comme ça, c'est la version du comic book nécessairement, ou ça, c'est la version du film. On mélange un petit peu de tout. À un moment donné, moi, j'ai joué en tant que Magneto, puis c'est un Magneto qui fait référence à Krakoa. Donc, Krakoa, qui est quelque chose de récent dans les comic books, là, relativement récent. Puis il a l'air de faire partie d'un univers où Krakoa a survécu. Donc, tu vois qu'il joue avec le Panthéon, puis on ne s'est pas arrêté aux versions qu'on connaît des films de Marvel. Ce qu'il aurait pu très bien faire, parce que c'est la version probablement que les gens connaissent le plus. Donc, on joue dans le Panthéon. Le design des personnages est vraiment beau. Le jeu comme tel est superbe. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai trouvé... sur le coup, je trouvais les maps vraiment belles, puis après, je trouvais... Il manquait peut-être un peu d'imagination dans le... Dans le design. Dans le design, dans les chemins, tout ça. On est très straightforward, mais on est là pour se taper dessus, pas pour essayer de se promener dans le tableau. C'est vrai que c'est correct aussi en même temps. Tout en même temps, t'es le gars qui, quand on jouait... C'était quoi le jeu de vampire qu'on a joué pendant longtemps? Redfall. Où est-ce que t'allais lire les notes, puis je connaissais tout le lore. Mais c'est quelque chose que j'aime. Puis c'est pas un jeu qui se porte vraiment à ça, parce que si t'es en train de lire le lore... Tu te fais tapocher. Oui, ben c'est ça. Le Hulk qui va te taper sa gueule. Ouais. Fait que vous avez continué à jouer quand je suis parti? Oui. Puis j'ai joué le lendemain parce que je voulais vraiment apprivoiser le jeu. Puis je pense que... Tu sais, je suis pas un fan de ces jeux-là. Si je serais un fan de ces jeux-là, j'aurais peut-être une légère préférence pour Overwatch 2. Mais ça reste que c'est un excellent jeu dans ce style-là. Puis je comprends pourquoi que le monde aime ça. C'est juste... Tu sais, il devrait juste porter... Là, ça va sonner absurde parce que c'est pas tout à fait le même type de jeu, là, mais... à Call of Duty, puis là, je parle pas de Warzone, mais je parle de Call of Duty qui sort à chaque année. Là, là c'est Black Ops 6 qui est je suis plus, man, je suis trop vieux. Moi, dans mon temps, c'était Call of Duty 2, puis c'était la Deuxième Guerre mondiale. OK, là, c'était ça, le Call of Duty. On est loin de ça, là. Mais, puis c'est rendu rapide, le Call of Duty. Je sais. Mais quand tu tires avec ton fusil, non seulement tu as vraiment un feedback avec ton fusil, juste dans le design du son et le look, mais quand tu touches à un adversaire, l'impact que ça donne...
tu le sais tout de suite. Il y a comme quelque chose dans le design sonore. Que tu sais que ça a fonctionné. Tu sais que ça a Puis fonctionné. ça, moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Tu sais, on en a déjà parlé à l'émission, j'en ai déjà parlé avec vous autres, qu'on joue en groupe, mais dans le jeu Sea of Thieves, quand vous tirez du mousquet. Du mousquet? Oui, c'est... Du gun, OK? Il manque du son. Il manque quelque chose qui confirme que vous avez eu un pack. Puis Dieu sait que des fois, tu es dans des combats de gun pendant très, 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 très longtemps dans Sea of Thieves. Ah oui, puis parce qu'il y a des squelettes qui ont vraiment, 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 vraiment beaucoup de points de vie. Tu te demandes s'il y a des bugs. Parce que c'est déjà arrivé qu'on a rencontré des bugs où le personnage, pour X raison, ne mourrait pas ou il y a quelque chose qui ne se déclenche pas. Puis ça le challenge me dérange pas. C'est pas le challenge qui me dérange. C'est le fait d'être dans l'espèce de flou à savoir si ce que je Est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'il fallait que je fasse une étape de plus pour que je puisse lui faire mal? Est-ce que je lui fais mal? Exactement. Ouais. Fait que pour moi, Rival, c'était ça, mais amplifié avec plein de monde en même temps. Ah ouais. C'est pour ça que ça m'a épuisé. J'avais l'impression, là, l'expérience que j'ai eue, là, c'est d'être dans une soirée de board game puis de rien comprendre. Puis là, je suis juste amené là-dedans. Puis le monde se dit, ah, c'est le fun. Je suis comme, ouais. Puis là, je fais chier tout le monde parce que je suis le gars qui a pas du fun, qui comprend pas ce qui se passe, qui pose des questions tout le temps. Puis j'haïs ça être ce gars-là dans une soirée de board game. Je fais que je veux pas dans une soirée de board game. Puis c'est mon expérience à Rivals. J'ai l'impression de le gars qui fait comme Christy, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas le fun. Ça pue. Je veux être seul. Parce que c'est un méga succès. Tu sais, le jeu est un méga succès. C'est un free-to-play. Puis tant mieux pour tout le monde. J'en veux plus de jeux de Marvel, moi. Le jeu il a fait 200 millions en décembre. Ça marche bien, tu sais. C'est un genre de 3 heures dans le prochain... du budget du prochain Grand Theft. Oui, c'est ça. Oui. T'as vu le budget, hein? C'est fucking... Ouais, c'est 1 milliard quelque chose. Ils sont rendus à 1 milliard quelque chose. C'est insane. Puis je sais pas s'ils calculent qu'est-ce que ça va coûter en promotion aussi, ou juste le développement. Oui, bonne question, je sais pas. Mais c'est sûr que si c'est juste le développement, ça va leur coûter... un demi-milliard en promotion. Ce jeu-là sort-tu ces consoles actuelles? Oui. Ah ouais? Ouais. Mais il va y avoir une version genre Xbox prochain. Le 5 est sorti au Xbox 360, puis moi je l'ai racheté au Series X. C'est un jeu-là de genre 12 ans. Oui, c'est ça. PlayStation 3, Xbox 360, c'était là qu'il était sorti. Insane. Puis on est rendu au PlayStation 5 puis Xbox Series X. À condition qu'ils travaillent sur un prochain Red Dead, Rockstar. Oui, j'avais peur parce que le 2 a pas fait du Grand Theft Auto Money. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mais il a fait des centaines de millions. Ça fait que... C'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Je suis sûr qu'ils vont en faire un autre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais NetEase a presque pas fait le jeu. Qui Rival. Marvel Rival. La compagnie NetEase, ils voulaient le canceller parce que NetEase veut faire que des propriétés intellectuelles à eux. Mm-hmm. Puis il était fâché, comme le président était fâché d'utiliser les super-héros de Marvel. Là, tu fais des guillemets radiophoniques pour les gens à la maison. Parce qu'il ne possédait pas 100% les personnages. Il ne possédera pas 100% des profits du jeu. C'est qu'ils l'ont pas. Il était à la limite de le selon les rumeurs. Il était à la limite de le canceller, puis ils ont fait ah non, correct, on va y aller, on va le faire. Puis ils l'ont sorti. C'est fou, il se serait planté. C'était, tu sais, en tout cas. 200 millions, puis ça vient juste de commencer. Oui, un mois. Wow. Ouais, c'est ça. Wow. C'est le genre de jeu que tu fais quoi? Tu fais de l'argent, c'est cosmétique? Là? C'est 100% comme ça. Sea of Thieves. C'est comme Sea of Thieves. Ah ouais, t'achètes des tokens. C'est comme les Itchy Scratchy Money. Ben oui, puis tu sais, les skins, c'est rendu cher, là. Sur Call of Duty, ils viennent de sortir les skins de Ninja Turtles. Ils sont malades, les skins. Mais tu sais, c'est comme 30. Attends, c'est pas inclus? Non, parce que tu sais, t'as plein de skins inclus. T'en as vraiment beaucoup, là. Puis t'arrêtes pas à chaque saison d'en sortir des nouveaux, puis tout ça. Okay. Mais il y en a en plus que tu peux acheter. Puis les Ninja Turtles, ils sont 4, puis ils sont 30$ chaque. OK, c'est cher. Moi, je pensais que c'était un mode quelconque qui sortait. Non, c'est juste cosmétique. Ah non, il y a le cosmétique plus gratuitement. Il y a un mode Ninja Turtle en ce moment qui est sorti. OK, on peut-tu être clair 2 secondes? Là? Oui, OK. Il y a un mode Ninja Turtle. Non, okay. attends. On s'entend dessus. Oui. Et là, c'est pas péjoratif, OK? Non. Je vais juste dire que c'est un genre d'équivalent. Oui. Quand t'habilles ton bonhomme, moi. OK? Puis toi puis moi, on n'a pas à chialer parce qu'on en a habillé des bonhommes à Sea of Thieves. Okay? Oui, ben c'est free-to-play, puis je voulais donner de l'argent aux développeurs. Bon. J'ai acheté un perroquet. Bon. Oui, j'ai acheté du linge à mon perroquet. Je sais, j'ai acheté un singe, puis je l'ai appelé comment je l'appelle? Mojo. OK, bon. Très original. Mais on a joué plus que 100 heures, oui, c'est normal de... Puis on a pêché pendant plusieurs heures. Des heures.
On s'entend-tu que acheter du linge pour ton bonhomme, que ce soit Sea of Thieves ou t'acheter une skin à Call of Duty, c'est l'équivalent de t'acheter de la guenille pour ta nouvelle Barbie. Oh, 100%. C'est la Barbie des gamers. Oh oui, c'est la Barbie des gamers. Ah oui, ça sert à rien autre. Tu sais, ce personnage-là n'existe pas, là. Puis toi, tu le vois pas là, quand tu joues avec. C'est les autres qui le voient. Oui, parce que tu es en first person, donc tu l'achètes pour les autres, pour montrer comment t'es beau. Regardez les autres, comment cette tortue est magnifique. À Call of Duty, ça change les voix, par exemple. Exemple, si tu achètes Mikey, il va dire des répliques à la Mikey. J'espère bien, 30$ calice. Ben oui, c'est ça. mais au moins, là, les Foot Clan... qui vont sortir dans 2 jours. Ça, tu peux les débarrer, ils sont gratuits. Donc, tu peux avoir l'air d'un Foot Clan gratuitement. Si tu payes un tout petit montant, ça va donner accès à Splinter avec un lance-roquette. C'est super logique. Of course. Yes, sir. Of course. Et tu as un mode Ninja Turtle en ce moment qui est quand même assez le fun. C'est que si tu accumules assez de points, assez de kills, de tueries de suite, tu peux le débloquer et tu deviens un des Ninja Turtles. Tu deviens super rapide. Tu as une smoke bomb. Tu as les armes des Ninja Turtles. Puis là, tu cours à travers la map. Puis là, tu tues tout le monde. C'est vraiment fun. C'est absurde, par exemple, que Ninja Turtles tue autant d'autres soldats, mais bon. J'ai alors un flash. Parce que, tu sais, on en parle déjà avec le cinéma. On se dit que est-ce que c'est éthique d'amener la ressemblance d'un acteur décédé dans les films? T'sais, on a eu Peter Cushing qui a été utilisé dans Rogue One, puis Carrie Fisher qui n'était pas encore décédé à ce moment-là, mais bon. Moi, je prédis que de un, la future génération va s'en torcher bien raide de cette considération-là. Je dis pas que c'est mauvais ou c'est bon, j'en ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que la prochaine génération, pour eux autres, il n'y aura pas ce tabou autour de l'image d'une personne qui est décédée. Et la prochaine étape, c'est dans les jeux vidéo. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir jouer éventuellement M. Miyagi en skin dans Call of Duty. Puis l'acteur, comment il s'appelait? Ah, fuck. M, ça commence par M. Oui. Fuck, on va le trouver tantôt. Pat Machimoto, Morola. On est pas loin. Je sais qu'on est dans les prochains. Éventuellement, vous allez pouvoir acheter sa skin à 30$. Oui. Puis il va tuer quelqu'un, il va dire thank you, Daniel San ou un affaire de même. Mais en même temps, si c'est 30$, mais que je sais que ça va à sa descendance. Exactement. Rendu là. Peut-être que. Là, c'est ça. Comment que c'est cher, 30$, là? On va se dire, c'est le tiers d'un jeu vidéo complet, là. Oui. Mais dans plus tard, un jeu va être 120$. Ouais. J'ai acheté un skin, par exemple, au dernier Call of Duty. Qu'est-ce que t'as acheté? Un skin où je suis comme psychédélique en couleur, mais c'était tous les profits allaient aux victimes du feu en Californie. Ça fait que je me suis dit, je peux donner de l'argent parce que ça donne des choses à d'autres mondes. Puis ça m'a donné de la vraiment belle guenille. Puis ça m'a donné, à Call of Duty, tu peux avoir des streams. Hey, j'arrête plus de parler de... Pat Morita, merci en ligne. Pat Morita, merci. On n'était pas loin, par exemple. On avait un LM. Ça donne des streamers. Oui. Ça veut dire que je peux faire éclater des gens de d'autres façons. Puis là, je les éclate, puis ils deviennent comme plein de couleurs. C'est le fun. OK. Moi, petite nouvelle, Johan, dont je voulais parler à l'émission, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, puis j'ai dit aux gens que j'allais faire un suivi. Donc, toi, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais je vais te remettre au parfum. La semaine dernière, on a appris, ou plutôt, Marvel Comics a dévoilé un aperçu de quelque chose qui s'en vient. Donc, c'est Marvel Comics, bien sûr, la maison de publication. C'est un genre de poster promotionnel en ligne, et on voyait la tombe de Gwen Stacy. Une pelle à côté, puis c'était marqué « Nothing's sacred », donc rien n'est sacré. Ce qui sous-entendait le retour à la vie de Gwen Stacy, première copine de Spider-Man, qui, je vous ramène dans les années 70, quand elle est morte, c'était un gros truc, c'est un gros événement. C'est comme si aujourd'hui on tuait Lois Lane. Oui. C'est Peter Parker qui découvre qu'il est nécrophile. Oui, mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas de détails par rapport à ce que Marvel voulait sous-entendre. On comprenait bien que c'était en lien avec Gwen Stacy, mais Gwen Stacy est revenue tellement souvent sous forme de clone que c'est rendu presque une blague. Mais là, on semblait teaser vraiment le retour du personnage, puis je peux vous confirmer qu'en fait, c'est un peu ça, mais c'est un peu pas ça en même temps. Parce que 4-5 jours plus tard, ou plutôt une semaine plus tard, Marvel Comics a confirmé que Gwen Stacy, oui, serait de retour d'entre les morts, mais en tant que la nouvelle Gwenpool. Donc, dans une série qui va s'appeler Gwenpool, écrite par Kevin Scott et dessinée par Stefano Nessi. On peut aussi l'appeler Dark Gwenpool pour la différencier de la Gwenpool qui a été
qui a fait ses apparitions en 2015 dans les comic books. Donc, Gwenpool existe pour de vrai dans le panthéon de Marvel Comics. On l'a vu pour la première fois sur la couverture de Deadpool Secret Wars Volume 2 ou numéro 2. Et par la suite, elle a eu sa propre série parce qu'elle a remporté un certain succès, The Unbelievable Gwenpool. Puis tranquillement, au fil des années, elle a eu des interactions avec Spider-Man, les Avengers, le vrai Deadpool. Puis elle fait partie maintenant du canon de Marvel Comics. Puis dans son origine, elle vient d'un univers où Marvel Comics, c'est un univers fictif. Puis elle-même, elle sait qu'elle est un personnage de bande dessinée. C'était comme rendu une joke, mais elle fait partie maintenant du canon. La nouvelle Gwenpool n'est pas cette Gwenpool-là. On parle d'une nouvelle Gwenpool qui serait vraiment Gwen Stacy, ramenée à la vie grâce à un programme style Weapon X, comme pour Wolverine. Et là, dans cette nouvelle série de Kevin Scott, on a Spider-Man, l'original Gwenpool, qui essaie de savoir pourquoi il y a une nouvelle Gwenpool. Puis Gwenpool qui semble excessivement violente. C'est pour ça qu'on l'appelle genre Dark Gwenpool. Donc c'est un petit peu weird. Ça s'en vient sorti en mai 2025. Ça va être intéressant. Je suis curieux de voir ce que c'est. Je sais pas comment les fans vont réagir parce que c'est un personnage, tu sais, comme si c'était pour la ramener à la vie. J'ai l'impression que c'est un peu comme sacrilège de la ramener en Gwenpool qui est une joke à la base. Ouais. Fait que c'est weird. C'est quand même un moment marquant, un moment pivot dans la vie de Peter Parker. Oui. Sauf qu'en même temps, ça fait des années que Marvel Comics s'en calisse puis ramène des clones de Gwen Stacy à chaque 2 semaines. Là. Mais c'est juste que là, on la ramène pour vrai à la vie, mais en Gwenpool. C'est vraiment fucking weird. Je suis curieux de voir si ça s'en va. Hey, si c'est bon, c'est bon. Exactement. Absolument. Là, j'ai l'air d'un gars qui chiale, là, le comic book guy qui fait comme touchez pas à ma Gwenpool. Ma Gwenpool était bien meilleure quand elle était chaude. Je sais pas. Je l'ai pas lu la BD. Je suis juste comme curieux de ce traitement-là. Ça va être assez particulier. Toi, Johan, t'avais aussi une autre nouvelle de jeux vidéo là-dedans. Tu voulais parler de Tony Hawk. On parle encore de Tony Hawk, genre quelques canon, années après la sortie. Si vous êtes nostalgique du grunge et de faire des combos qui en finissent plus. J'ai jamais joué, moi. T'as jamais joué? Ça me faisait chier. J'haïssais les skaters quand j'étais jeune, ils me gossaient. Fait que j'ai l'impression de me vendu si j'étais pour jouer à Tony Hawk. Puis je voyais mon frère jouer, je suis comme ah ouais, ok, t'as fait un slam, grab, voilà. Mais t'es juste. Ouais, ok. C'est comme le truc, là, c'était que tu pouvais faire des combos qui en finissaient presque plus. Là. Tu grindais, tu pognais la rampe, tu sautais, puis ça. Puis tant que tu les enchaînais, les moves, ça finissait plus. C'est qu'est-ce qui me fascinait, moi, de ce jeu-là? C'est d'apprendre qu'il y avait des niveaux cachés dans les niveaux. Puis là, t'avais des skins, puis les autres affaires. Ça, je trouvais ça fascinant à une époque où t'étais pas certain parce qu'il n'y avait pas 10 000 vidéos YouTube là-dessus. Tu l'essayais, puis quand ça fonctionnait, c'était magique. Mais sinon, je regardais mon frère jouer sur le premier PlayStation, puis j'en avais rien à chier. Genre, c'était comme. Mais je comprends que ce jeu-là est excessivement populaire, puis un fanbase. Regarde, on en parle presque 30 ans plus tard. Là. Oh oui. Fait que, mais excuse-moi, je t'ai coupé dans Oh non, ça c'est pas une énorme nouvelle parce que, tu sais, quand il y avait beaucoup de fumée autour de ça, Microsoft a racheté Activision. Ils ont dit qu'ils voulaient ramener plein de vieilles franchises. Eh bien, Tony Hawk serait de retour. Et pas sous forme de POG. Et pas sous forme de POG. C'est comme le secret le moins bien gardé en ce moment. Ouais. En juin, Microsoft va avoir un gros showcase où c'est qu'ils vont présenter plein de nouveaux jeux. Là, la rumeur, c'est qu'ils vont shadow-dropper Tony Hawk la même journée sur Game Pass. C'est quoi un shadow drop? Un shadow drop, c'est comme t'as pas annoncé le jeu, puis là c'est comme hey, voici le jeu et vous pouvez jouer maintenant. Nice. Et donc il serait sur Game Pass la même journée et si vous n'avez pas de Xbox ou de PC avec Game Pass, ben vous pouvez l'acheter sur PC ou l'acheter sur PlayStation 5. Ça va sortir partout, selon les rumeurs. C'est normal. Moi, écoute, autant que dans le temps, je n'étais pas convaincu, je serais tenté de l'essayer. Oui. Je serais dans d'essayer de l'essayer. Mais c'est la beauté de Game Pass. Tu l'essayes. Oui, je sais. Je l'ai abonné. Au bout d'une heure, si t'aimes pas ça, ça t'a rien coûté. Tu l'as juste essayé. Ben, ça t'a coûté 20$. Là. Ben, ton mois, mais t'as d'autres jeux que tu vas jouer. Jeux, ouais. J'ai rejoué complètement à Control plus les expansions. C'est ton jeu préféré. Hein? J'adore ce jeu-là. Je me suis remis dedans. Là, toujours pas joué. Faut que je joue. Il faut que tu joues à Control. Mais là, je finis Indiana Jones. Oh my God, Indiana Jones, c'est tellement avancé, bon. Là, tu me disais ça en fin de semaine que tu avais trippé. Ah oui, je suis vraiment, vraiment avancé.
Tu sais, en restant vraiment vague, parce que le jeu vient de sortir, puis je veux vraiment pas spoiler rien à personne. Puis l'histoire est au cœur de ce jeu-là. Oh oui, vraiment. Je suis rendu peut-être dans la 5e section, entre guillemets. Okay. Donc, je dois m'approcher de la fin. Il y a une amour du détail, mais surtout dans les scènes vidéo, il feel comme si c'était Steven Spielberg qui les avait réalisé. Clairement, l'équipe a émulé le style de Spielberg. Il y a une lettre d'amour Indiana Jones. Ah oui. Absolument. Du peu que j'ai joué, c'est ce que j'ai remarqué. Puis où je suis rendu, là, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais des critiques qui prétendent que le jeu est comme juste un film? Ah non, ben non, parce que un, t'as toutes les casse-têtes qu'il faut que tu fais. Ouais. Puis deux, c'est de découvrir. T'as l'impression d'être Indiana Jones parce que là, tu découvres une tombe, puis là, tout à coup, tu ouvres quelque chose pour faire du feu. Je garde ça vague, là. Ouais. Puis, une torche. Une torche. Faire quelque chose du feu, ça peut être. Oui. Ouais. C'est ça. Puis, tu rampes comme à l'intérieur, puis tu as la noirceur, puis tout ça. Tu te sens Indiana Jones. Ouais. Donc, c'est pas juste un film. Il faut que tu penses, faut que tu bats beaucoup de nazis puis de fascistes. Ah, ça fait du bien, ça, de c'est agréable. Hein, que c'est agréable. The Originals. Ah oui, il n'y a rien de mieux quand il y en a un qui se tient sur le bord d'une falaise puis tu le surprends de dos puis tu le pousses en bas. Oui, c'est ça. C'est compliqué aujourd'hui de faire ça, mais... Oui, non, c'est sûr. Là, pas faire ça aujourd'hui. Faites pas ça, là. Non, mais c'est... Dans le contexte d'un jeu vidéo, ça fait excessivement du bien. Lui, il va compter pour les autres. Oui, c'est ça. Mais le jeu, moi, je trouve que c'est incroyable. Il y a des moments là, d'action que j'en revenais pas. Puis c'est drôle par moment. J'ai de la misère avec les combats, mais j'ai pas assez joué encore. Je pense que je vais le refaire après New Dawn. Parce que je suis en train de jouer à New Dawn. Mais je vais te dire, ça vaut la peine. Puis il y a comme 2 combats qu'il faut absolument que tu fais. Sinon, les combats sont très optionnels. Tu peux jouer vraiment en stealth puis tout le temps te cacher. Oui, là. ça, j'ai vu ça. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Mais en fait, c'est... Indiana Jones, dans les films, il en mange une calice. Hein. Oh, c'est un action hero, mais il en mange tout le temps de tabarnouche. Puis il tue beaucoup de monde. Le monde oublie que Indiana Jones tue du monde. Des gens de façon tout à fait gratuite. Un peu comme Nathan Drake, qui est le pire tueur en série de l'histoire des jeux vidéo. Mais tu sais, quand tu tues des fascistes... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est ça. Des fascistes virtuels. Oui, faites pas ça dans la vraie vie. Non. Pas dans la merde. Continuons donc en jeu vidéo. Qu'est-ce que t'as à faire? Pourquoi pas? Vas-y. Xbox a eu une petite présentation de jeux indépendants aujourd'hui. Que vous ayez un PC ou une PlayStation ou une Switch, je vous conseille quand même d'aller regarder le vidéo parce que la plupart de ces jeux-là vont sortir sur votre console de choix. Ça fait que vous allez peut-être découvrir des jeux très intéressants. J'ai fait une petite sélection de jeux qui m'ont... cool! Que j'ai trouvé très intéressantes pendant la présentation. Les temps sont stressants, Benoît? Hey, je peux-tu te partager un truc de secondes? Oui. Aujourd'hui, j'étais à job, j'étais assis, je travaillais. C'est pas une journée particulièrement stressante ou... puis tu sais, c'est rare quand même... Ben, tu sais, en tout cas, il y a des trucs un peu dirt à ma job, là, mais... Puis là, j'étais... Hey, je sens une panique, puis je sais pas d'où qu'elle vient. Tu sais, il n'y avait pas de raison, là. C'est juste une panique latente, comme un bruit de fond. Comme un frigidaire, là, un petit peu bruyant. Ouais. Puis je pense que le monde, en tout cas, moi je me mets là-dedans, là, on est fucking stressé en ce moment. Là. Oui. Il y a de quoi là, dans l'air, puis on est tout un petit peu sédents. Eh bien, j'ai peut-être un jeu pour toi. C'est quoi? Ça s'appelle Outbound. Non, c'est non pas. Non. Bon, ben, on va parler d'autre chose. As-tu déjà... Non, c'est pas vraiment ton genre, mais le rêve d'avoir une Volkswagen, un Westphalia, Celepi, partir dans la forêt et se faire pousser un jardin. Pour vrai, j'ai déjà pensé à... Tu sais, j'ai pas de permis de conduire, mais une vanne... C'est ça qui est partir fun. à l'aventure? Ouais, peut-être. Ben, c'est un peu ça. Tu pars avec ton Westphalia. OK. Tu te retrouves un petit coin dans la forêt que tu veux. Nice. Tu peux construire des choses pour ton Westphalia. Tu peux faire ton jardin. C'est super zen. Il n'y a pas vraiment... That's it? Oui, c'est that's it. C'est juste de vivre l'aventure, d'être libre. C'est que les graphiques sont super intéressants, sont un peu en cel shading. C'est que... Je pense que c'est en signe des jeux comme ça, hein? Oui, c'est comme un genre de sim un peu, là, non? Oui, mais c'est ça aussi que je trouve intéressant des jeux indépendants. Il y a comme... Puis je le comprends pourquoi les gros jeux font pas ce genre de choses-là. Ça coûte 200 millions de dollars faire un jeu vidéo. Tu prends moins de risques. Mais dans le jeu indépendant, les coûts sont plus petits. C'est qu'il y a plus de
il y a moins d'inventivité. Oui, puis plus de risques. On va essayer des styles et tout ça. En tout cas, Outbound, ça a l'air très relax. Okay. Ça a l'air vraiment agréable. Je vous le conseille. Ça sort quand? As-tu une idée? Parce que comme ça a été annoncé maintenant, je sais pas si... J'ai pas pris les dates de sortie. Ça fait que... Attends, donne-moi une seconde. Je l'ai pas loin. C'est pas comme si on avait accès à une bibliothèque universelle. Qui est l'Internet. Il n'y a pas juste des mauvais côtés avec Outbound. Ça sortira en 2026. Oh, c'est quand même d'un petit bout quand même. Oui. La planète a le temps d'exploser 3-4 fois. Là. Mais ça a l'air très agréable. Tu peux avoir un chien. Ah. Oui, tu sais, grave. C'est comme... Il y a comme zéro stress. J'ai regardé le trailer puis j'étais comme... Ah oui. Ah, mais ça me tente. Quoi d'autre qu'il y avait dans la liste? Il y a 33 Immortals, qui est... ça va être un jeu multijoueur en coopération où jusqu'à 33 joueurs vont s'attaquer à un boss. Ça veut dire que tu te connectes. Oh, wow. Tu te connectes avec ces 33 autres-là, puis là, tu vas te battre contre un géant boss. Nice. Comme quand tu dis géant, c'est-tu un être géant? Géant, okay. là, physiquement géant. OK. Ça fait que je trouve le concept super intéressant nice. de tous se retrouver, beaucoup trop de monde ensemble, puis devoir travailler ensemble pour battre un méga boss. L'idée est géniale. Ah, cool. Est-ce que tu as le goût de faire du LSD? Oui, en fait. Oui? Eh bien, j'ai ton jeu pour toi. Hôtel Barcelona. Ouais, non, ça, je ferai pas du LSD à Barcelone. Mais le trailer est un trip psychédélique super weird. C'est développé par Swery et Sudos51, qui sont les deux reconnus pour faire des jeux vraiment éclatés, vraiment weird, plein de couleurs, plein d'affaires. C'est un jeu genre d'horreur, de platformer, mais le trailer, c'est comme la partie de platformer a l'air fragile, c'est comme pas super bien contrôlé, mais à travers ça, t'as l'air d'avoir un jeu de couleurs et de psychédéliques et de monstres. Mais c'est en 2D ou c'est en 3D? C'est en 2D, je pense. Le trailer est tellement weird. Okay. C'est que, allez voir le trailer, c'est dur à décrire, mais il y a quelque chose qui se passe. Rappelle donc le titre. Hôtel Barcelona. Hôtel Barcelona. OK. Les temps sont durs. Oui. Peut-être que tu as le goût de jouer à la roulette russe. Non. Je pense que c'est déjà le cas pour l'humanité. Il y a un nouveau jeu qui va sortir, apparemment c'est déjà sorti sur PC et qui est populaire. Je ne le connaissais pas. Il va sortir sur console. Ça s'appelle Buckshot Roulette. Il s'en vient sur Game Pass, donc pas besoin de l'acheter. Okay. Buckshot Roulette, c'est vous jouez à la roulette russe, mais avec un 12. Et les graphiques sont faits comme en genre de pixel art 3D. OK. C'est vraiment weird, c'est vraiment trash comme look. Ben oui. Puis il y a plein d'items, puis il y a plein de stratégies apparemment pour survivre. Ça se joue multijoueur, t'as un mode histoire aussi. C'est weird. Mais c'est ça le jeu indépendant. Ouais. Il y a un gars qui a fait un jeu de roulette complexe. de Russian roulette complexe avec un 12. Shotgun, okay. Ça fait... Moi, je vais l'essayer sur Game Pass, mais ça a l'air weird. Peut-être jouer à celui-ci quand tes enfants sont couchés. Oui. Peut-être pas... hein? Oui. Il y a un autre jeu que, ça, j'ai très hâte de l'essayer. Vous vous ennuyez de MTV? Mais le vrai MTV, pas le MTV quand il y a de la musique, ou le Musique Plus. Ouais, Musique Plus, je m'ennuie parce que j'ai un job dans le temps que ça existait. Il y a un jeu qui va sortir où que tu joues... C'est comme un genre, tu sais, Behind the Music. Ouais. Mais tu joues comme il y a un genre de documentaire de Behind the Music. Puis tu joues là-dedans, tu es le manager d'un groupe rock des années 90. Nice. Et tes décisions et qu'est-ce que tu dis vont changer l'histoire. Puis tu peux jouer plusieurs fois parce que chacune des décisions change son histoire. Et c'est un genre de... C'est ça, comme un genre de simulateur de manager de band des années 90. Les personnages sont faits... c'est des animaux anthropomorphiques. Nice. Et le look est un genre de dark BoJack Horseman. OK. Déjà que BoJack Horseman, c'est la dark, série des dark. thématiques. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est plus comme dans le look des personnages. Le look est superbe. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis de jouer avec l'histoire, il y a comme quelque chose de cool là-dedans. Nice. Que oui. C'est quoi le lien avec MTV? Parce que c'est vraiment tu sais, au début, tu as un faux MTV avec vraiment comme le look
qu'est-ce qu'ils faisaient dans Behind the Music quand ils allaient en arrière, pourquoi que le band s'est séparé ou qu'ils ont eu tel problème et tout ça, les genres de documentaires qu'ils faisaient à MTV. Ouais. C'est vraiment ça le look, mais tu joues... Tu joues dans le cadre de ce documentaire-là. C'est ça, je vois. Okay. En tant que le manager. Nice. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. Ça va s'appeler... je pense que je ne l'ai même pas dit. Rock Beast. Rock Beast, non, tu ne l'avais pas mentionné, c'est vrai. Ça, j'ai excessivement hâte. Ça sort en 2025, ça a l'air... Ça, à date, ils sont tous sur Game Pass, right? Oui, ça va tout sortir sur Game Pass, mais c'est pas des jeux qui sont à Microsoft. Donc, ils devraient sortir aux autres consoles. Soit vous payez votre abonnement Game Pass pour jouer à ces jeux-là ou vous les achetez à l'unité. Okay. Il y en a plein. Il y a un jeu qui va sortir que tu manages un magasin de disques comme de vinyle. Qui est en train... Puis là, tu peux... J'aime que maintenant, les simulateurs, c'est genre avoir une vie normale. Oui, c'est pas stressant. Mais tu sais, j'imagine le comptable que, tu sais, il collectionne les vinyles et tout, puis qu'est-ce qu'il aimerait vraiment, c'est avoir une boutique de vinyle. Ça peut très bien. Puis il se retrouve dans ce jeu-là à vivre un peu son rêve qu'il pourrait faire. Tu sais, Waxhead sort en 2026... Vous managez un disque, vous pouvez parler avec les bands qui viennent vous porter les disques, vous pouvez décider de slacker dans le jeu, vous pouvez prendre ça au sérieux et essayer d'en faire une bonne business. C'est comme, on dirait un peu libre. Et on parlait de Shadow Drop. Yep. Eh bien, le fameux Bellatro que tout le monde capote, le genre de jeu de cartes / poker super weird où c'est que les règles changent avec les jokers que t'arrêtes pas de piger. Là. J'ai jamais joué, mais il sort sur Game Pass aujourd'hui, Shadow Drop, bam! Oh, c'est cool. Ça fait que vous étiez pas sûr de l'essayer? Essayez-le. C'est un jeu qui a été nommé comme meilleur jeu de l'année aux Game Awards et qui a gagné le meilleur jeu indépendant. C'est supposé être vraiment bon. Je sais que Toggy joue puis qu'il me disait que c'était comme de la drogue. OK. Oui, que c'est... Puis un petit dernier. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être un tanuki? Le genre de raton laveur japonais? Oui, celui qu'on retrouve dans le monde 3 le monde 5 de Mario Bros 3. Oui, c'est ça. Il est là une fois, puis juste là. Non, tu peux le garder, il est souvent là. Oui, mais si tu te fais toucher, non, il est pas souvent là, après il est plus là. Non, c'est tout le concept du gameplay, le tanuki. Oui, je sais, mais non, pas pour le Mario Bros 3, il est là juste une fois à peu près. Ah ouais? Il y a le monde 5, puis il est pas vraiment là dans le reste du jeu après. Il apparaît, à ma connaissance, il apparaît juste dans le monde 5. Celui des nuages. D'abord, je m'en souviens complètement pas correctement. Oui. C'est comme, c'est bien plus fort dans ma tête. J'ai tout le temps trouvé ça weird que c'est un thème super unique, mais qui n'est pas plus dans le jeu. Ah ouais, mais tu viens de blow my mind. Je suis désolé. Mais bref, vous pouvez incarner un petit tanuki qui se promène en vélo et qui est un facteur de son village, essaie de ramasser de l'argent pour réparer un temple. C'est super zen. Encore un autre jeu super zen. Je pense que peut-être les développeurs de jeux, c'est ceux-là qui m'ont plus attiré parce qu'il y avait d'autres jeux que ça. Sure. Mais c'est les jeux zen qui m'ont comme attiré. Puis que... Un peu comme les Animal Crossing qui étaient super populaires durant la pandémie. Là. Oh, c'est encore incroyablement populaire. J'ai pas joué encore, celui sur la Switch. Anouk est une fanatique. Elle pourrait t'en parler en long et en large. Elle connaît ça. Une fanatique elle a vraiment joué beaucoup à ça. Oh oui, c'est une experte. Elle a joué avec... comment il s'appelle Frodo? Frodo? Oui, l'acteur qui joue Frodo dans Elijah Wood. Elijah Wood est venu visiter l'île de Anouk, puis Anouk est allé visiter son île. Tu fais des films pour les gens qui ne savent pas. Oui, c'est quand même random comme aventure. Ouais. Il a popé comme ça, là. Il est venu sur l'île. Ah non, on l'a comme croisé à Sundance, puis ils se sont parlé de d'Animal Crossing. Il produit des films maintenant, lui. Oui. Beaucoup de films d'horreur, puis des films indie. Très gros fan de films d'horreur. Yes. Très gros fan de films d'horreur. Au Comic-Con de Montréal, aussi, prochainement. Personne excessivement sympathique. Il a l'air sympathique. Puis je pense que... Oui, c'est bon. Je reviens des comic books, moi, de mon côté. Let's go! Parce que, plus tôt, l'année passée, j'avais parlé de 2 gros omnibus très attendus aussi, très coûteux, qui allaient sortir, qui allaient réimprimer des crossovers entre Marvel et DC Comics. Chose qui se passait beaucoup plus dans le passé, mais qui se passe pratiquement plus maintenant, parce que les deux sociétés appartiennent à des plus grosses entreprises. Marvel, c'est Disney, puis DC Comics, c'est Warner Brothers Discovery. Oui. Ça fait que les maisons mères sont un petit peu frileuses. Dans le temps, les comic books, les maisons d'édition, c'était un peu plus... Ça fait partie un peu de la game, surtout dans les années 90. Mais là, l'année passée, en 2024, il était censé sortir 2 gros omnibus de ce genre de crossover qui ont eu par le passé. Pardon, je mange mes mots. Qui ont eu lieu par le passé.
Donc, un qui s'appelait Marvel vs. DC et l'autre qui s'appelait DC vs. Marvel, The Amalgam Age. Donc, ça, c'est les espèces de mash-up de personnages qu'on a eu le droit dans les années 90, genre Batman et Wolverine qui fait Dark Claw. On a eu Spider-Man, puis Superboy qui est du Spider-Boy. Puis il y a eu plein de petits crossovers. Donc, il y a 2 omnibus. C'est genre 150$ l'omnibus, puis il y en a 2. Puis je me souviens... 150$ canadiens? Canadiens, mais quand même. Là, genre, c'est 154, quelque chose comme ça. Peut-être que vous pouvez trouver moins cher. Puis je vous avais dit à l'époque, ben c'est peut-être un des derniers moments de les acheter parce que ça m'étonnerait qu'ils repartent en réimpression. Puis c'est probablement un des derniers projets. Puis là, c'est des réimpressions, donc c'est pas un nouveau projet, mais un des derniers projets Marvel DC parce qu'ils appartiennent à des grosses entreprises. Puis finalement, j'avais tort. J'avais tort, man, parce que récemment, il y a eu un expo qui s'appelle le Comic Geek Pro, qui est réservé aux gens de l'industrie du comic book. Donc, c'est un congrès style Comic-Con, mais pour les gens de l'industrie, particulièrement du comic book. Et là, il y a des gens, des éditeurs de Marvel et de DC qui ont participé à une table ronde, donc un panel. Et dedans, ils ont annoncé qu'il allait avoir bientôt, ou plutôt prochainement, ils n'ont pas dit de date, 2 singles, donc 2 numéros, de crossover Marvel et DC. Ouais. Donc, un qui va s'appeler Marvel/DC, publié par Marvel, et un qui va s'appeler DC/Marvel, publié par DC. On n'a pas de détails, on ne sait pas c'est quoi l'histoire, on ne sait pas qui va écrire ou dessiner les 2 numéros. Donc, c'est pas des volumes, là, c'est ce qu'on appelle des single issues, des 2 petits singles. Puis, on ne sait pas non plus si ça sort cette année, quoi qu'on espère que ça va sortir en 2025, mais c'est fort possible que ça pourrait être l'année prochaine, mais ça s'en vient. Donc, malgré le fait que leurs propriétaires sont des grosses entreprises, Marvel et DC vont partir des projets conjoints. C'est nice, je suis content. Il y a un jour que soit Warner va acheter Disney ou Disney va acheter Warner. Parti comme celle-là, on dirait plus que ça va être Disney qui va acheter Warner. Ouais, c'est ça. Mais... tu sais, il va exister en film aussi, éventuellement un jour. C'est que Batman va jouer avec Wolverine. Tu penses que ces grosses entreprises-là vont finir par s'acheter comme ça? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Ouais. Parce que à cause qu'on est la façon que le système fonctionne, puis qu'on est faut que ton industrie soit en expansion tout le temps, ça éventuellement, tu n'as pas le choix de merger. Ouais. Ça ne fait pas de sens pour moi, ça. Ouais, je sais, moi non plus, ça n'avait pas de sens. Parce que c'est aussi impossible sur le long terme. Non, éventuellement, tu sais, il va finir, c'est comme, il va finir avec une compagnie. Mais tu sais, les futurs possibles là, despotiques où on a genre les corporations, quelques corporations qui contrôlent le monde, comme Cyberpunk. Ouais. C'est ça qu'on voit, là. Oh oui, on est totalement on est là-dedans, là. Oui. Ouais. Kellogg, éventuellement, va contrôler vos vies. Ce serait weird quand même que ce soit Kellogg qui est la dernière compagnie. Une petite mascotte du toucan qui, le matin, t'a dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en hologramme. Là. J'ai déjà raconté quand on était au Brésil, on regardait des nouvelles le matin. Puis, là, pourquoi un festival de films? Un festival de films, oui. Okay. Puis on regardait le matin les nouvelles, puis c'était... Bon, au début, je pensais que c'était une émission pour enfants parce qu'il y avait une madame en bikini qui parlait avec un genre de toucan, qui était une énorme marionnette. Puis en fait, on a réalisé que c'était les nouvelles. C'est un peu weird, là. C'était comme le matin, puis c'était comme un wave. Il y avait comme une vague de jeunes qui poignardaient d'autres comme personnes random, comme dans une des villes. Puis ils parlaient de ça, puis t'avais comme la fille en bikini avec le toucan, comme plein de couleurs. En mascotte, genre? Ouais, puis dans le background, t'avais comme des jeunes qui partaient à courir, puis qui me poignardaient du monde. What the fuck? C'était la chose la plus surréelle. Une des choses les plus Robocop Cyberpunk que j'ai vu de ma vie. J'allais dire justement, je le répète pratiquement chaque semaine, nous sommes rendus dans un monde où l'OCP existe. Là. Oui. T'sais, de moins en moins, ou de plus en plus, pardon, l'ironie qui est si flagrante dans Robocop ne sera pas comprise par les futures générations parce qu'on va être rendu là. Oui, oui. Tu sais, le monde, il parle du point Godwin, là, quand tu invoques les nazis, c'est que là, t'as plus d'arguments, puis la conversation dérape. Moi, je pense qu'il va y avoir un point OCP à un moment donné. Genre. Quand on aura atteint le point OCP, là, la fusion entre le réel, puis surtout le caricatural, puis notre société, il n'y en aura plus. Là. Ça va être dissous. Il va y avoir fusion. Ça va être le point de singularité, mais avec l'univers de Robocop. Oui. Oui. On est presque là, hein? On n'est pas loin. Sérieux, là. Des fois, je regarde les nouvelles, je suis comme,
OK, on est là. Je pourrais pas écrire ça dans un scénario de film puis penser que ça passe. Parce que c'est too much. Là. Ouais. Vous l'avez vu le taré en fin de semaine qui jouait avec l'espèce de chainsaw? Là? Hey, mais tu sais... Sans donner son nom, là, vous savez de qui on parle. Mais tu sais, dans Idiocratie, là, quand le président... il arrive avec son gun au début, comme devant l'Assemblée, puis qui tire, puis tout ça. C'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Idiocratie de plus en plus... Avec les années documentaire. De plus en plus. C'est fou à quel point ce petit film fait par des Onions dans le temps c'est incroyable. est de plus en plus pertinent. C'est capoté, ça n'a pas de sens. Ouais. Je suis comme un peu d'accord avec sa prémisse. Oui. C'est triste. Ouais. Anyway, t'as-tu autre chose, toi, Johan? Qu'est-ce que t'as? Non. T'as pas d'autres trucs dans tes affaires? T'as Non. pas une Xbox, une manette de Xbox? Oui, ben je peux bien parler de la manette de Xbox. Il y a des rumeurs qu'une nouvelle manette de Xbox s'en vient. Elle serait intégrée tout de suite pour jouer en streaming. Ça veut dire que... Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends. Vous achetez juste la manette, puis vous pouvez jouer en cloud avec votre télévision. Donc, pas besoin de console, pas besoin d'ordi. Mais il faut que tu aies une console quelque part, non? Non, même pas. Tu joues en cloud. Tu branches sur l'Internet. C'est comme si tu jouais un vidéo, mais tu contrôles le vidéo. C'est que moi, j'ai beaucoup utilisé xCloud pour tester des jeux. Comme si je veux pas prendre le temps de l'installer, je veux juste l'essayer. Ça marche nickel. Pas de latence, rien? Pas de latence, c'est vraiment bon. Toi, sans mentionner ta compagnie de fournisseur Internet, c'est quoi ton... Vidéotron. Non, sans le mentionner. Tu l'as mentionné. Sans mentionner. Sans le mentionner, je le sors. C'est quoi ton ratio, ta vitesse? 500 mégabits? 100 mégabits, je pense. 500 mégabits. Je me rappelle pas. Ça doit être 500. Oui, ça doit être 500. Oui, Helix. 500. Pas de latence. OK. Oui, pas de latence. Ça marche parfait. C'est nickel. OK. Oui. Parfait. Moi, j'ai deux petites nouvelles avant qu'on conclue. Je voulais pas faire une publicité pour... c'est pour ça que je voulais pas que tu le mentionnes, parce qu'il me charge beaucoup par téléphone, puis tout le kit, là, à chaque mois. Puis j'ai comme... J'étais comme mal compris. J'ai dit, en le mentionnant. C'est ça que j'ai compris. J'ai l'impression qu'à cause de mon débouché, je mange mes mots, fait que c'était peut-être mal compris ce que je disais. Des petites nouvelles de cinéma, mon cher Johan. Oh oui. Donc, c'est 3 petites nouvelles rapidos. Première, c'est que Spider-Man 4 mettant en vedette Tom Holland, sa sortie a été repoussée d'une semaine pour le 31 juillet 2026. Le film est réalisé ou sera réalisé par Destin Daniel Cretton. J'aime bien dire son nom. Cretton. C'est le réalisateur de Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings. C'est lui qui a repris le relais sur la franchise, donc c'est sûr que ça s'en venait. Sinon, The Hollywood Reporter rapporte que Warner Brothers Discovery a finalement trouvé son réalisateur pour l'adaptation du personnage de Clayface, qui est un vilain du panthéon de Batman. On vous rappelle que c'est un film dont le scénario est signé par Mike Flanagan, qui est un gars que j'aime beaucoup. Très talentueux bon. en tant que réalisateur, en tant que scénariste. Donc, c'est un certain James Watkins qui a entre autres réalisé la refonte américaine du film Speak No Evil de 2024, donc qui est sorti l'année passée, avec James McAvoy. Et sinon, dans la petite nouvelle que tous sont peut-être plus appréciés, ils ont finalement trouvé le réalisateur du prochain film de Street Fighter, bien sûr basé sur la populaire série. Oh ouais, je ne savais pas qu'il en faisait un autre. Moi non plus. Il s'essaye. Le réalisateur en question, c'est un certain Kitao Sakurai, qui a entre autres écrit, réalisé et produit The Eric Andrews Show. Oui. Vraiment rien d'autre. Rien de moins. Rien de moins, oui. Il a fait aussi un film pour Netflix là, dont le nom m'échappe, mais qui mettait en vedette Eric Andre. Pour les gens qui ne connaissent pas Eric Andre Show, c'est un anti-talk late night show. C'est juste, c'est complètement n'importe quoi. C'est un rêve fiévreux, complètement fucked up. Puis c'est comme ce que était le Tom Green Show, mais sur l'ecstasy. Oui. Parce que même Eric André a dit « Ah ouais, c'est vrai, quand je détruis mon décor, je fais juste ce que Tom Green faisait dans les années 90 dans son show indépendant sur la télé communautaire d'Ottawa. » Ils ont installé une clôture autour d'une des fontaines à cause de Tom Green. Parce qu'il avait sauté dans une fontaine. Oui, il était la duchesse de... Je me rappelle plus c'est quoi. Puis il se promenait avec des têtes de vache comme d'un boucher autour de son cou. Puis il criait dans la foule. Puis là, il est allé se rouler dans la fontaine. Et à cause de ça, la fontaine maintenant, elle a une clôture. Tu sais que... J'en ai parlé au Mystérieux, mais que son documentaire est excellent. Je l'ai pas vu encore. Il est sur Amazon Prime. Moi, j'ai connu Tom Green avant qu'il soit Tom Green. C'est ça, tu l'as vu quand il y avait son show à la télé communautaire à Ottawa. Oui, parce que j'ai des cousins qui vivaient à Ottawa. Okay. Ça fait qu'ils nous enregistraient les épisodes puis nous les amenaient. C'est très cool. En fait, ce que tu découvres dans le docu, là, pour les gens qui ont déjà entendu
patienter. C'est que ce gars-là était vraiment précurseur de plein de trucs, dont les vidcasts, dans le temps que c'était pas commode. C'est lui qui a donné l'idée à Joe Rogan de partir son podcast. C'est comme le domino qui part de ça, Dude, ça n'a pas de sens. On part de Tom Green qui fait des niaiseries à Ottawa à un agent qui propage de la propagande de marde sur les médias sociaux. C'est débile. Man, c'est incroyable. L'effet papillon, mon ami. C'est ce que j'avais comme nouvelle. Sinon, au dernier truc, qu'est-ce que c'était ici? Une rumeur. Ouais, une rumeur de jeux vidéo. Oh! Puis, parce que je pense que t'en as genre pseudo-parlé il y a 2 semaines, mais je me souviens plus exactement des détails. Je pense que tu parlais de Rocksteady. Il y avait une rumeur comme quoi il est en train de travailler sur un nouveau jeu de Batman. Oui! C'est Rocksteady qui était derrière la franchise des Batman Arkham Asylum. Ah, que c'est tellement bon! Très bon. Premier jeu en 2009. Il y a une trilogie qui a vraiment super bien fonctionné. Et là, la rumeur qui sort d'un gars qui s'appelle Lunatic Ignes, qui est un gars sur Twitter, X maintenant, qui a sorti déjà des bonnes rumeurs par le passé, se sont avérées véridiques. Selon lui, c'est un jeu de Batman Beyond qui sont en train d'adapter en jeu vidéo, ce que je trouve qui est une excellente idée. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Batman Beyond, c'est une série d'animation qui a été diffusée de 1999 à 2001 à la télévision. C'est une série d'animés. Qui était dans l'univers du Bruce Timm-verse, donc les Batman Animated Series, les Justice League. Et le personnage principal est un certain Terry McInnes, qui est le protégé d'un Bruce Wayne qui, lui, a pris sa retraite en tant que Batman. Donc, qui est vieux, puis gris. Puis peste, puis il y a un chien qui appelle Alfred. Puis... Donc, Terry McInnes est le nouveau Batman dans un costume hyper sophistiqué, avec un armement qui est moderne, d'un Gotham City qui a beaucoup changé d'ailleurs. C'est un Gotham City un peu à la Blade Runner. Donc je trouve que si Rocksteady Studios est censé revenir à Batman, je trouve que c'est une excellente idée. Ça serait malade. Ouais, c'est ça. Je peux voir que on le lance potentiel... dans l'univers, on lance dans l'univers. On l'espère. Ça a l'air que Warner Brothers Montréal travaillait sur aussi un nouveau jeu de Batman. Finalement, ça a été canné. Je pense que tu en as parlé de ça aussi. Oui. Je sais pas trop ce qui se passe de leur côté. Là. Ça regarde pas bien. Là. Ouais. C'est compliqué. Il y a des coupures beaucoup en jeux vidéo. Ouais, tu sais, on parlait de Marvel Rival au début. Là. Oui, ça a full fonctionné, puis ils ont comme sacré tout le monde à la porte. Toute l'équipe nord-américaine. Ils ont gardé seulement l'équipe, parce que c'est une compagnie chinoise. Ouais. Mais toute l'équipe de Seattle a perdu leur emploi. Après avoir fait 200 millions de dollars de profit, c'est comme pas de reconnaissance, rien. Là. Ces coupures-là, c'est pour que le monde au top en gagne moins, en perde moins. Là. C'est pas pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie, là, gang. Là. Ils sont corrects. Là, c'est capoté. Là. Moi, je pense beaucoup aux gens qui travaillent chez Ubisoft en ce moment avec la coupure des subventions et tout ça. J'espère qu'ils vont bien se passer pour eux autres. Oui, parce que là, les rumeurs disent que NetEase veut peut-être se débarrasser de tous ces studios nord-américains. Certains, ils pensent que c'est soit qu'ils vont les fermer, soit qu'ils vont... NetEase, c'est comme une énorme grosse compagnie chinoise de jeux vidéo. Okay. Puis ils ont acheté et possèdent d'autres studios. Ouais. Puis là, les rumeurs, c'est qu'ils veulent carrément juste foutre à porte. Il y a une rumeur d'un côté qui dit qu'ils vont juste toutes les fermer. C'est que tous ces gens-là vont perdre leur emploi. Puis l'autre, ils disent qu'ils vont garder certains studios qui vont investir énormément dans ceux-là, puis le reste vont vendre. Vendre, c'est moins pire que fermer. C'est qu'espérons que la deuxième rumeur a plus raison que la première rumeur. En même temps, c'est des fois curieux parce que c'est des gens qui ont des sociétés qui achètent des studios puis ils ferment ultimement après. Oui. L'instabilité, en ce moment, en plus, avec le coût de la vie, là, ça doit être excessivement stressant. Mais le prix des œufs. Ben, c'est pas juste... Je sais, mais ça, c'est la cause aussi, entre autres, de la grippe aviaire. Là, ça n'a rien à voir avec... Mais moi, ce qui me stresse, c'est que te retrouver sur le chômage en ce moment, c'est 55%. C'est 55% de ton salaire ou c'est quelque chose de même. C'est rien, là. C'est des peanuts. Ça doit être tough. Puis c'est pas 55% de ton salaire, quoi que ce soit que tu fais comme argent. Là. Il y a un plateau. Là. C'est que si tu fais un certain salaire et tu es habitué à ce salaire-là, c'est 55% ou le maximum qu'ils peuvent te donner. C'est que tu peux te retrouver avec beaucoup moins. Moi, en tant que gars qui a fait le chômage 2 fois dans sa vie, je peux te garantir que c'était excessivement stressant. Oui. C'est dans les périodes les plus stressantes de ma vie. Puis je connais un gars avec qui on a travaillé d'ailleurs sur le sapin Les Boules, la représentation participative, Evans, qui est un programmeur. Lui, ça fait presque 1 an qu'il cherche une job. Hey. Puis c'est un gars travaillant, Evans. C'est pas quelqu'un qui chôme. Puis tu sais, les programmeurs, ça va être de plus en plus difficile. Ouais.
Non, c'est une drôle de période dans laquelle on est. Ce qui est triste de la nouvelle que je viens, ou de la rumeur dont je viens de te parler, Yoann, c'est qu'il y a quelque chose qui y est rattaché. Oh. Et ce qui est rattaché, c'est que ça serait un exclusif PlayStation. Oh, ça me dérange pas. Ben, t'as un PlayStation? Non, mais c'est ça. Ils vont sortir sur PC éventuellement, c'est ça. Mais moi, j'ai un Xbox, fait que ça me tente pas. Là. J'ai pas de PC, j'ai un Mac. Fait que... Mais, oui, mais ça s'en vient. Là. Plus ça va aller, plus Max va jouer des jeux. Là. On verra. Anyway, d'ici la sortie du jeu, ça serait sur PlayStation 6. Si c'est le cas. T'as Game Pass Ultimate. Si jamais il sort sur PC puis qu'il se retrouve sur Game Pass PC, ben, joue sur xCloud. Faut que tu montres comment. Ça, je l'ai pas fait encore. Ouais, tu passes à travers ton furteur Internet? Soit à travers ton furteur Internet ou tu peux le faire aussi sur ta console. Ouais. Quand tu vois le petit nuage, là, tu sais, tu as comme installé le jeu, puis à côté, tu as le petit nuage. Clique sur le petit nuage, tu vas voir, il y a une petite fusée qui part, puis il dit OK, correct, on part ton jeu, puis après, poum, tu es dans le jeu. Mais s'il est disponible sur PC, il n'est pas forcément disponible sur Xbox, de toute façon? Oui, souvent c'est le même. C'est dans la même période. Mais c'est pour ça que je pense que la prochaine console de Xbox, qui. Selon les rumeurs, les specs puis comment elle va coûter a été accepté par Microsoft. Donc, il serait sur le point de commencer à la bâtir, la nouvelle console de Xbox. Je pense que ça va être un hybride. Ça va être... Tu vas l'acheter, ça va être un Xbox, mais tu vas pouvoir installer Steam dessus. Ça va être les deux. Oui, je pense que ça va être ça. Moi, avec Microsoft, ça serait ça mon move. C'est ton wet dream. Oui. Parce que là, t'as les jeux de Xbox, plus t'as accès à la librairie de Steam. Oui, ça serait le rêve. On va voir. Le seul jeu de Batman, de la série Batman Arkham Asylum, qui n'a pas été sur toutes les consoles, donc je parle de Xbox, PlayStation, PC auparavant, c'était un jeu virtuel qui était VR pour le PlayStation, justement. Mais il est rendu sur PC. C'est ça. Mais dans le temps, il était juste sur... il était 100%. Ouais, exactement, sur PlayStation. Mais tout va finir... Il y a une vague en ce moment, c'est ça qu'ils se rendent compte. Les jeunes sont tous en train d'abandonner les consoles pour aller vers PC. Ah ouais. Je sais, moi aussi, ça me surprend. Ça me surprend vraiment. C'est beaucoup plus cher. Oui. Mais après, les jeux sont moins chers, ça se balance, là, mais le coût d'entrée est plus haut. Mais oui, les tendances du marché en jeux vidéo, c'est PC. C'est weird. Ouais, c'est pour ça que Sony va mettre de plus en plus de leurs jeux sur PC, puis que Microsoft l'a toujours fait. Écoute, moi j'ai acheté un Xbox, j'en ai parlé souvent, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as convaincu. Je trippe vraiment sur la console, j'étais un gars de PlayStation pendant plusieurs années. Là, je trippe sur le. Tu sais, moi j'étais un gars, il faut que ça soit simple. Je trippe sur l'interface, je trippe comment ça fonctionne, je trippe sur le service, tout ça, j'ai rien à dire. Là où je suis comme fâché, c'est quand il y a des jeux comme genre le Spider-Man qui sort, j'y ai pas accès. Le prochain jeu de Wolverine, Insomniac qui va sortir aussi exclusivement sur PlayStation, ça me fait chier. Oui, il sort sur PC, mais j'ai pas accès, moi, sur Xbox. Fait que ça me gosse un peu. Ça, je comprends. À moins que je passe par le service que notre ami Thierry... Parce que je t'en reparlerai. Oui. Faudrait que j'essaye ça. Oui. C'est quoi le nom de cette affaire-là? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs que, exactement comme xCloud. T'as un PC virtuel, c'est ça? C'est ça, c'est que tu loues un PlayStation... pas un PlayStation, un PC virtuel. Puis là, dépendant combien tu payes par mois, c'est la puissance du PC que tu loues. Puis c'est la même chose, tu joues comme un vidéo que tu reçois, puis ça marche. En tout cas, moi, tu passes par ton browser, encore une fois. Tu passes par ton browser? Ou peut-être une app. Il y en a que c'est des apps, mais 90% du temps, c'est ton browser. Ça marche parfaitement. Quand il y a eu le saut, je veux dire, la chip de Microsoft, pas Microsoft, pardon, d'Apple, les M1, 2, 3, 4, en termes de puissance, je suis vraiment satisfait en tant qu'utilisateur de Apple. Mais j'ai vu que quand ils ont quitté Intel, l'accessibilité des jeux a diminué. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. Puis ça gosse. Tu sais, ça reste que c'est du x86, mais là, comme l'OS, tu ne veux pas prendre en charge comme le 3/4 des jeux, mais c'est ça. C'est ça qui est un le petit peu côté qui maudit. est un peu maudit, là. Anyway, c'est quand même se plaindre la bouche pleine. Oui, vraiment. Des gens qui mangent pas, là, en ce moment. Puis, oui, c'est ça. Nous autres, on est comme moi, je préfère avoir une machine à 3000$ versus une machine à 2500$. Mais ça vaut la peine de louer. Tu sais, si tu veux jouer le dernier Spider-Man, puis en plus, tu vas le jouer dans la meilleure version, parce que le PC que tu vas louer, il est plus puissant qu'un Xbox ou une PlayStation. Mais là, je pourrais connecter ma manette de Xbox dessus. Parce totalement. Que je peux pas jouer avec une souris et un clavier à Spider-Man. Non. Moi, sur PC, je joue tout le temps avec une manette de Xbox. Là. Je joue pas, On checkera ça. Oui. Prochaine maudite dépense encore. T'as-tu autre chose, toi, Yoann? Non, on a fait le tour. Parfait, il y a plein d'autres jeux là, qui ont annoncé aujourd'hui, là, mais on fera pas le tour de tous les jeux. C'est bien correct.
On va prendre une petite pause juste avant. Je vous rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants, nous permettre de faire les shows semaine après semaine depuis maintenant 19 ans. Ça fait 19 ans que le podcast existe. Ben oui, on a commencé en 2006 dans le temps qu'on n'appelait même pas ça des podcasts. Hey, dans 2 ans, il va être majeur aux States. Oui, puis l'année prochaine, il va avoir 20 ans. Ah, ça veut dire, mais cette année, il peut boire en Ontario, parce qu'en Ontario, c'est 19 ans, right? Ouais, ça se peut, je sais pas. J'aime ça quand on dit ça, c'est que le show pourrait boire. Ouais, ok. Sure. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais donc, ça fait longtemps que le show existe. On faisait ça dans le temps qu'on appelait ça pas des podcasts, mais de la radio web. Puis je me souviens d'une époque où des stations universitaires et autres regardaient le podcast comme étant un sous-type de radio, puis regardez ce qu'ils font en ce moment. Tout ça pour dire que ça fait longtemps que ça existe. Si vous voulez faire en sorte qu'on continue à exister, on n'a pas le choix d'avoir accès à des bidous, et ces bidous passent par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Patreon. Pour l'équivalent d'un café par mois, au fait qu'on peut continuer à faire des choses semaine après semaine et vous amener du contenu. Donc, allez sur notre site internet, il y a un bouton faire un don, ça vous amène vers Patreon. Et une fois abonné, c'est super simple de vous abonner. Vous pouvez y rester pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter, revenir quand ça vous tente. Il y a des gens, des fois, qui quittent pour une période, puis qui, quand leurs finances leur permettent, ils reviennent. Parlant de ça, tous les jeux que j'ai parlé aujourd'hui, je vais mettre les trailers dans le serveur jeux vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir sur le le voir. Discord. Mais sur le Discord, il y avait accès quand vous donnez au Patreon. Ah oui, je m'excuse, j'ai sauté une étape. Parce que Patreon n'est pas nécessairement synonyme de Discord, mais il y a beaucoup de gens qui s'abonnent au Patreon qui demandent d'avoir accès au Discord. Donc, 2 choses. Vous avez accès à Bifurcation. C'est un podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, on fait un cycle dédié à Paul Verhoeven, avec notre ami Rémi Fréchette qu'on a mentionné en début d'émission. Les 2 premiers shows qu'on a faits, c'est sur ces films irlandais. On en a un autre qui s'en vient. Plus, on va faire éventuellement Robocop parce qu'on va faire sa période américaine au grand complet avant qu'il retourne dans sa période européenne. Des anecdotes que Michael Ironside m'a racontées sur Paul Verhoeven. C'est vrai, tu as travaillé avec Michael Ironside qui a fait Total Recall avec, c'est ça? Qui a fait Total Recall puis qui a fait Starship Trooper. Starship Trooper, c'est vrai. Ah ouais. J'ai des anecdotes sur les 2 films. Ah ouais? Ouais. OK. Ça devait être quelque chose. Michael Ironside est comme déjà un ego. C'est pas une personnalité. C'est ça, c'est pas tant un ego qu'une personnalité très forte. Oui. Puis Paul Verhoeven, ça a l'air qu'il est pas facile non plus. Oh my God. C'est que ça devait avoir des flamèches. Il devait avoir des flamèches. Ah ben ils sont très proches les 2. Ah oui? Oui. Anyway. Et Michael Ironside m'a fait un hug avec les bras qui perd dans Total Recall. Oui. C'est mon anecdote préférée. Anyway, tout ça pour dire que vous avez des perks en échange de votre contribution. Vous avez Bifurcation. Là, cette semaine, je ne sais pas ce qui va arriver là, parce que justement, il y a la projection du film de Rémi demain, donc une grosse semaine pour Rémi. On va essayer d'enregistrer d'autres épisodes prochainement. Sinon, écrivez-moi à travers la plateforme Patreon si vous voulez avoir accès au Discord une fois inscrit. Discord, c'est un genre de serveur virtuel où les fans des Mystérieux Étonnants, les auditeurs peuvent se rassembler, partager des articles, jaser, écouter des films de temps en temps. En ce moment, il y a un mois dédié aux films français. C'est Blaise qui fait notre super sélection de films français. C'était tellement une belle sélection cette année, puis j'ai tout manqué parce que j'étais occupé. J'ai écouté Le Jardinier avec lui samedi après vous avoir quitté sur Marvel Rivals. Avec Jean-Claude. Avec Jean-Claude Van Damme qui joue, qui parle très peu, je pense que ça faisait partie de son contrat d'avoir un personnage presque silencieux. Très spécial. C'est un film d'action de comédie, là. C'est assumé que c'est niaiseux. Puis il y a l'acteur que son alter ego était Fatal Bazooka dedans, c'est ça? Je pourrais pas te dire. Là. C'est comme tout le monde n'est pas un acteur dans ce film-là. C'est ce que j'ai compris, ce que Blaise vous a expliqué. Anyway, on écoute des films, on écoute des fois la lutte le dimanche. Oui. Ça, c'est quand vous avez accès au Discord. De temps en temps, le UFC. UFC, les pay-per-view de AEW, de WWE. Ouais. Puis là, ils vont être sur Netflix, ça va être super. C'est vraiment cool d'écouter ça en gang, en fait. Oui, c'est ça. Ça rend ça beaucoup plus entertaining. C'est ça, quand je dis on écoute des films, on n'est pas silencieux, là. C'est des trucs où les gens jasent en même temps. Là. Oui. Puis si jamais vous voulez juste écouter le film, c'est super facile de muter tout le monde. Oui. Puis, il y a des gens qui font ça, qui ne veulent pas participer, puis c'est bien correct. Oui. Vous faites en sorte, en échange de votre contribution, que vous faites aussi que Terrumen Cheese d'Or existe. Noël Cheese d'Or est à Kaiju. Il y a Noël Cheese d'Or qui s'en vient prochainement. Simon a dit ça la semaine prochaine. C'est vraiment un podcast feel good qu'il fait avec notre ami Étienne Forêt, qui est aussi dans des CDR, un autre podcast qu'on aime beaucoup. On est sur plein de plateformes de podcasts, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystères Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Donc, si vous recherchez quelque chose, il y a des chances que ça soit sur notre site. On est sur les plateformes de bullshit, le Facebook, Instagram et autres, mais on est surtout sur Discord. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est là. C'est vraiment une belle plateforme. C'est comme toutes les joies de l'Internet à la même place.
C'est une communauté, de l'information, c'est drôle. Il n'y a pas de dick. Non. Quand il y a des dicks, ils finissent par quitter. Oui. Donc, c'est une belle place. C'est tranquille. C'est super tranquille. C'est vraiment une belle place. C'est vraiment l'Internet que je voudrais qu'il soit répandu partout. On va prendre une petite pause, Johan, et on revient avec le sujet de la semaine. Ça s'appelle Attaboy. Attaboy. De Tony McMillan. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une petite bande dessinée nommée Attaboy de Mad Cave Studios par Tony McMillan. Pour résumer rapidement la bande dessinée, c'est un comic book déguisé en livret d'instructions illustré pour une vieille console de jeux vidéo. Et dans les premières pages de la bande dessinée, on nous explique que c'est une console dont personne ne se souvient. Puis même le jeu Attaboy, c'est le nom du jeu dans le livret, personne vraiment s'en souvient. Donc c'est un genre de mélange de livret d'instructions de jeux vidéo, très inspiré de Mega Man, très inspiré de la période du NES, donc de la Nintendo originale américaine, la version américaine de la console. Et c'est comme une lettre d'amour à cette période-là. Puis en même temps, on mélange un récit quand même assez touchant du personnage d'Attaboy, qui est en fait une réflexion de quelque chose de plus profond pour le personnage qui est comme le narrateur de la bande dessinée, qui décrit ce jeu-là auquel il a joué quand il était jeune. Donc, pour situer un petit peu l'histoire de la bande dessinée encore davantage, le personnage d'Attaboy est un robot créé un peu à la manière de Mega Man, d'Astro Boy, par un professeur qui s'appelle le Dr. Atta. Celui-ci est assassiné par Motherboard, une autre de ses créations. Donc, Attaboy essaie de se venger, mais aussi d'un peu détruire les contraintes du jeu pour s'en échapper. C'est un peu méthode textuelle, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je dois dire tout de suite, Johan, puis je saute le shark, là, je jump le shark. J'ai vraiment beaucoup aimé la bande dessinée. Oui, c'est excellent. C'est fantastique. C'est dans les choses les plus originales que j'ai lues dans les dernières années. Oui. J'ai vraiment aimé ça. Je suis pas un gros fan de Mega Man, dans le sens que j'ai pas tout fait les jeux quand j'étais jeune. C'était très, très, très difficile pour moi, mais je sais que c'est une franchise que je pense à laquelle tu as joué quand tu étais jeune. Moi, j'ai adoré Mega Man. Donc, on vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, on va rentrer dans les détails peut-être que vous ne voudriez pas apprendre, mais sinon, faites pause. Trouvez une façon de mettre la main sur Attaboy, commandez-la à votre comic shop local. Ça mérite d'être acheté. Ah oui, absolument, pour l'encourager. C'est une petite bande dessinée, là, c'est genre une 70aine de pages max, le gros max. Mais sinon, faites pause si ça m'intéresse d'attendre. Mais sinon, restez avec nous autres parce qu'on va en discuter dès maintenant. Dans les grosses lignes, là, Johan, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu as aimé comme moi Attaboy? Non seulement j'ai adoré, le dessin m'a surpris sur le coup. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de très indie, de très raw dans le dessin. Très enfantin, sketch, collage un peu. La façon qu'on colorie aussi les personnages, des fois on dépasse... les lignes, ouais. Ça m'a surpris, mais au bout de 2 pages, t'as pas le choix de tomber sur le charme. Il y a quelque chose de... Yes. De connecter à ton enfance. Absolument. Dans ces dessins-là. Oui. Tu sais, ça m'a ramené au moment où c'est que je m'étais mis en tête en tant qu'enfant que quand j'avais le premier Nintendo, que je designerais des jeux pour Nintendo. Et j'avais pris je sais pas combien de temps à faire designer. C'était comme un jeu de skateboard où c'est que tu avais une mitraillette sur ton skate. J'avais designé comme tellement de tableaux, puis tout, puis de boss, puis tout ça que j'avais dessiné. Puis que dans ma tête, je me disais, je vais envoyer ça à Nintendo. Ah, c'est naïf, ça, mais c'est une belle naïveté. Ouais, puis que là, je pourrais le designer, puis il y a un garçon sur ma rue, un peu plus vieux, qui l'a fait. Que moi, je suis encore en train de travailler sur le mien, puis lui, il a envoyé le sien à Nintendo. Oh. Puis Nintendo, ils ont écrit une lettre lui expliquant qu'ils ne peuvent pas regarder son projet, tout ça, à cause des questions de droits d'auteur. Oui, tout ça. Ça m'avait comme... J'avais continué quand même à finir mon jeu, mais ça m'a fait comme, là, je le fais pour moi, mais ça m'a fait un peu de peine. Je pense que tu n'as pas le choix, en lisant la bande dessinée, de penser à ta relation vis-à-vis les vieilles consoles de jeux vidéo 8 bits de notre enfance. Je sais pas comment quelqu'un qui est plus jeune, qui n'a pas nécessairement ce lien-là, comment il va apprécier la BD ou pas. Mais moi, automatiquement, en lisant la bande dessinée, juste par le style visuel, puis clairement l'hommage à Mega Man, j'ai pensé à ces moments-là où
je tripais sur le jeu que j'achetais ou que mes parents plutôt m'avaient acheté ou sur le Nintendo. Mais ce qui faisait triper, c'est regarder le livret qui venait avec. On parlait de Mario Bros 3 tantôt, Super Mario Bros 3, le livret d'instructions avec les personnages qui étaient tout expliqués dedans. Ceux de Zelda. Ceux de Zelda. Tout ça, c'était on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Tu sais, il n'y avait rien de mieux que t'allais aux distributions consommateurs. C'est que j'ai essayé ça, aller là. Moi, j'aimais ça parce qu'on achetait des jeux. Okay. Puis là, tu reviens, tu es dans l'auto, puis tu viens d'acheter Clash at Demon's Head, puis tu es dans l'auto, puis tu lis le petit livret avant de jouer au jeu. Tu sais, comme tu passes à travers, il y avait comme quelque chose de tangible, de vrai. Ouais. Puis là, tu attendais, des fois c'était le soir, puis là, il faisait trop sombre dans l'auto, puis là, tu attendais les lampadaires. Oui, de passer en dessous des lumières. Là, tu faisais les meilleurs moments de ta vie, puis tu le savais pas. C'était la sensation de ça, c'était incroyable. Ouais. Fait que on rend vraiment hommage à ce type de gameplay-là ou cette période-là de jeux vidéo. Puis en même temps, je sais pas pour toi... Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je suis pas sûr d'avoir tout compris les éléments d'histoire. Ben, c'est clairement, il parle du divorce de ses parents. Oui. À travers la bande dessinée. Oui, Dr. Atta, Motherboard, c'est une métaphore pour ça. Tu vois à quel point le divorce de parents, comment ça l'affecte, comment c'est pour la vie, comment ça l'affecte des enfants. Mm-hmm. Tu sais, puis tu vois que même aujourd'hui, à travers sa bande dessinée, ses émotions autour de ça sont encore confuses. Mm-hmm. Parce qu'il y a un moment donné que, tu sais, il parle de son père comme quoi que, ben, ça me dérange pas, je l'ai jamais rencontré, mais tu vois que ça le dérange, là. Oui. Tu sais, il a beau écrire que ça le dérange pas, c'est pas vrai, tu le ressens dans la bande dessinée. Tu n'aurais pas fait cette bande dessinée-là si c'est pas de l'amour de ton père, c'est ça. Oui, ça te dérangeait pas, puis tu sais, son père semblait être un être violent. Oui. C'est ce que la bande dessinée sous-entend. Sous-entend. Que sa mère a dû partir puis devenir monoparentale pour le bien de elle et de l'enfant. Oui. Mais est-ce qu'il était vraiment violent ou il est juste quitté puis c'est une façon de... Ben, il n'est plus dans notre vie. Tu sais, on le sait pas. Il y a comme tout le temps un flou dans tout ce qu'il raconte. C'est ça qui est intéressant. C'est que le flou, tu sais pas si cette narration-là est la narration de son personnage qui est le narrateur de la bande dessinée ou est le narrateur et le créateur de la bande dessinée sont la même personne. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En la lisant, à un moment donné, cette frontière-là se dissout et tu as l'impression que le narrateur est le créateur de la BD. Quand ça peut être juste un personnage omniscient. Oui. Là, il y a trop... Et ça feel comme une œuvre excessivement personnelle. Oui, c'est trop personnel. Dans la même place. Ouais. C'est vraiment trop personnel pour que ça soit juste le narrateur. Puis c'est trop complexe. Tu sais, parce que t'as Attaboy, mais t'as son contrepartie... comment il s'appelle? X qui s'appelle, je pense. Scrapper. Qui est comme l'espèce d'équivalent du personnage dans Megaman, là, qui est X, justement. Oui, c'est ça. L'espèce de celui qui non, mais t'as Megaman puis t'as Zero. C'est Zero, j'arrête pas de mélanger X puis Zero, c'est ça. T'as Megaman, t'as Zero, ça, l'équivalent de Zero, c'est Scrapper. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça, puis là, je suis pas encore 100%... Je veux la relire, parce que là, j'ai lu juste une fois, mais c'est le genre de BD que tu dois relire 2-3 fois, puis tu découvres des choses à chaque fois. Tu sais, des grandes... Moi, je trouve tout le temps que c'est des grandes BD quand tu réussis à faire ça. Oui. Comme... Première lecture divertissante. Puis après, tu sais, tu tombes... Yes. À toutes les fois, tu trouves une nouvelle couche à l'oignon, puis... Scrapper, je suis pas encore sûr si c'est son frère ou c'est une projection de lui-même. Oui, exactement. Moi, je pense que c'est une projection de lui-même, mais je suis pas certain. Oui, c'est ça. Moi, je pense plus que c'est une projection de lui-même, mais je me suis demandé à un moment donné si c'était pas son frère. Vers la fin, je me suis dit, j'ai peut-être tort, c'est peut-être son frère, puis que son frère l'a pris d'une façon différente. Puis que son frère essayait d'y montrer la vérité, mais que lui n'était pas prêt à le voir. Mais en le relisant, je pense que je vais me faire une idée plus précise là-dessus, mais c'est... Ça reste flou. Ça reste flou, puis tu sais, que son frère le frappe, ça peut être son alter ego qui tu sais, il se bat à l'intérieur contre lui-même, mais tu sais, un grand frère qui réagit mal à un divorce, puis que lui a peut-être connu le père violent, puis qui frappe son plus jeune frère.
sais, il y a peut-être quelque chose d'autre, là. La transmission de la violence de génération en génération. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire un truc. Oui. C'est le genre de BD que si à la fin, je la relis 2-3 fois, puis j'ai pas toutes les réponses, à la manière d'un bon Twin Peaks, je m'en fous parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus profond. Oui. Je reviens à Control. Il y a plein d'affaires dans Control que je comprends pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est plus vaste, plus important, bien construit. Il y a un élan créatif dans ce jeu-là qui me plaît à cause de ça. Il y a ce genre d'élan-là aussi dans Twin Peaks où j'ai pas besoin de toutes les réponses. Et dans Ataboy, je retrouve la même... Ça a l'air bizarre parce que c'est pas les mêmes choses, c'est des affaires très très différentes, mais il y a un courant créatif, quand je dis courant, presque électrique, là, qui est présent, qui est omniscient dans la bande dessinée. Puis si à la fin, j'ai pas toutes les réponses, c'est pas grave parce que... comment je pourrais dire? Pourquoi c'est pas important? Parce que c'est pas grave. Mon expérience, elle est pas bafouée. Non. Elle est complète dans ce que l'auteur a voulu m'offrir, elle est là. That's it. Puis tu vas peut-être la déposer pendant 10 ans. Yep. Puis là, tu vas la réouvrir, puis tu vas la lire d'une autre façon. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Moi, excuse-moi, juste un dernier truc. Je n'ai pas de version, puis j'en ai déjà parlé au Mystérieux, là, pour faire un show à chaque semaine. Des fois, il faut mettre la main sur des versions numériques. Ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est impossible. Là. On pourrait pas acheter genre 4 copies pour tout le monde à chaque semaine ou 2 copies. Ça serait pas viable. Mais j'en achète quand même beaucoup. Et ça, c'est une de celles qu'il faut que je mette la main dessus. Ah oui. J'ai tellement trippé. Et je veux encourager un genre de commerce local. J'ai pas le choix. Il faut que j'ai ça entre les mains. Je pense que mon expérience tactile avec l'objet, on parlait de ça tantôt là, avec Thierry qui nous a laissé un message vocal, va juste être bonifié parce que le format est pas celui d'un comic book normal. Ça ressemble plus à celui d'un livret. En termes de dimension. Pas la même grosseur, mais en termes de la grosseur des pages, mais en termes de la disposition. J'ai l'impression que c'est comme plus proche de quelque chose qui ressemble à un livret. Mais toi, je reviens à l'histoire de fond. Ouais. Parce que moi, mes parents sont restés ensemble, donc j'ai pas connu le divorce. Mais toi, ça doit te toucher un peu plus parce que toi, t'es un enfant du divorce. Oui, mes parents sont divorcés quand j'avais 10-11 ans. Je pense que j'avais 11 ans. Donc, t'es très conscient de la séparation. Écoute, je suis non seulement conscient, puis tu sais, ma mère a des enjeux, là, mais je savais que ma mère divorçait mon père avant mon père. Parce qu'elle me l'a dit. C'est moi qui est allé le dire à mon père en revenant à la maison. Parce que je me souviens, j'ai dit à ma mère, veux-tu que j'aille le dire à papa? Puis mon père était couché dans son lit, il écoutait la TV. C'est moi qui est allé le dire. Oh my God! Mais tu sais, aujourd'hui... Et de demander ça à un enfant de 11 ans, elle l'a pas demandé, mais c'est moi qui... Mais tu sais, elle aurait dû dire... Non, c'est moi qui va s'en charger. Mais c'est une responsabilité que tu mets dans les mains d'un être fragile. C'est ma mère qui est pas très bonne. Mais tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, je comprends pas que ces deux personnes-là ont déjà été ensemble. C'est des gens excessivement différents, mais complètement différents. Puis je pense qu'ils vivaient une génération où les gens se divorçaient, commençaient à se divorcer, où ils voyaient qu'il y avait un choix, qu'ils n'étaient pas obligés de finir ensemble. Puis ils vivaient dans une époque où c'est que si tu n'étais pas matché assez jeune, marié, tout ça, c'est comme un peu si tu manquais ta vie, là. Un peu, ouais. Puis tu sais, il y avait quoi? Il était plus vieux, il était plus jeune que je suis actuellement. Ça fait pas de sens pour moi. En tout cas, anyway. Fait que je n'ai pas de... Tu sais, je m'ennuie pas de mes parents ensemble, mais je me souviens très jeune, parce que je suis un enfant très sensible et un adulte très sensible, de ressentir l'instabilité quand mes parents se sont laissés. Et l'instabilité qui régnait surtout chez ma mère, et du stress qu'elle devait sentir de s'occuper de 3 enfants, même si elle avait une très bonne allocation, là, d'être poignée avec 3 enfants. Puis, excuse-moi, juste c'est une charge mentale. Oui, exactement. Oui. Puis c'est un stress, là, parce que si toi, tu manges pas, c'est une chose, mais si tes enfants mangent pas... C'est l'horreur. C'est l'horreur, tu m'en as déjà parlé. Tout ça pour dire que dans la BD, il parle de sa mère qui essaie de composer avec la vie, puis que c'est pas facile parce que c'est une mère monoparentale des années 80. Ça a résonné pour moi à cause de cette réalité-là que j'ai vécue. Mais, tu sais, mon père est pas violent, il était quand même présent dans nos vies, mais... En lisant la bande dessinée, je sais pas pour toi, tes parents sont restés ensemble. J'ai pas eu le choix de comparer ça à ma jeunesse. Ça s'est fait tout seul. J'ai fait comme ah ouais, quand je jouais au Nintendo, ah oui, quand j'étais jeune. C'est à ça que j'ai pensé. Est-ce que ça a fait ça pour toi aussi? Oui. Okay. J'ai l'impression que ça va faire ça pour les gens qui la lisent aussi. Oui. Tu sais, je pense pas que si vos parents sont encore ensemble, vous n'allez pas perdre quelque chose. Non. Parce que c'est pas ça l'émotion non plus. C'est ça. L'émotion se transmet très bien, mais j'étais curieux de voir quelqu'un qui l'a vécu. Ouais. Tu sais,
qu'est-ce que ça lui a apporté de plus, tu sais, parce que t'es Attaboy quelque part, tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime dans la bande dessinée, il y a des moments où il y a des iconographies qui sont directement repris de choses que j'ai vues d'outils promotionnels de Nintendo. Ah oui. Dont un où, en début de BD, on a Attaboy qui a pris de face. Puis il y a un côté de son corps qui est comme son apparence externe. Puis l'autre côté, c'est son exosquelette. Oui. Puis je me souviens très bien très Megaman. d'avoir vu ça dans un Nintendo Power que mon cousin Jean-Sébastien avait ramené à la maison. Puis on regardait ça. Je me souviens très bien parce qu'il a fait caca dans ses culottes puis il puait quand on regardait son esti Nintendo Power. Fait que c'est comme ancré dans ma tête. Salut, JS. Oh boy! Il est sur une date en ce moment puis on dit « Hey, mon cousin, il a comme un podcast, on devrait l'écouter. » c'est ça. Non, il a jamais écouté ce podcast-là. Anyway, je bifurque, là, mais j'ai full trippé. J'ai pas le choix de le recommander. Oui, j'ai adoré. Puis ça va plus loin même que ça. Tu sais, ça parle des premiers pas dans la vie, ça parle de plein de choses. J'adore que quand tu register your name, tu sais, ça parle de ça, mais ça parle de jeux vidéo. Quand tu register ton name, son nom, c'est ASS, parce que tu as cet âge-là, tu trouves ça drôle. Exactement, c'est ça. Puis un peu à la manière de, tu sais, quand t'es jeune, t'as des jeux des fois. Tu sais, moi, j'avais joué à une version, je pense que c'est chinoise ou japonaise, clairement d'un hack. Puis c'était, sur la pochette, c'était marqué Baby Mario, mais c'était clairement pas Baby Mario. Je me souviens très bien que c'était un bébé qui mangeait du gâteau. C'est comme ça que je me promenais dans l'univers, mais c'était présenté comme étant Baby Mario, mais c'était pas Baby Mario. Puis c'est cette période-là floue, tu sais pas ce qu'étaient des jeux officiels, non officiels. Oui, puis ça se retrouvait tout le temps sur les 42 en 1. Exactement. Où elle était sur une version probablement unique, une cassette unique, mais tu sais, la version avec une adaptation genre que tu mettais sur une copie sur une version japonaise, là. Ouais. Quand j'ai joué pour la première fois au Lost Level de Mario, il y avait ça, là, tu sais, l'adaptateur après. D'ailleurs, j'ai réalisé des années plus tard que ce club vidéo-là où on allait quand j'étais jeune à Brossard, c'était le club vidéo de Pierre de Fantasia. Pierre avait un club vidéo, Pierre étant le directeur général de Fantasia, le festival là, ici à Montréal. L'univers est petit. Oui, et probablement que Marc Lamotte travaillait là quand moi j'empruntais des jeux vidéo. Fait que c'est soit Pierre ou Marc qui m'a... Parce que là, je bifurque encore une fois, je suis désolé à la maison, c'est pas pertinent, là, mais... Tout ça pour dire, où je l'ai allé, c'est cette période-là où tu sais pas c'est quoi les jeux qui existent, puis t'as une rumeur sur la cour d'école que tel jeu existe, Puis Attaboy, c'est ce jeu-là. C'est ce jeu-là que tu penses qui existe, mais qui n'existe pas, qui est celui de rapporté par des rumeurs de cours d'école. Puis... Mais c'était en somme ça. Puis tous les jeux avaient ce genre de rumeurs-là avant l'Internet, puis tu pouvais pas vérifier. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais un gros fan de Mike Tyson Punch-Out. Yep. Puis j'étais resté pris à King Hippo pendant vraiment longtemps. Puis j'étais comme pas capable de le passer. Puis il y a quelqu'un à l'école qui m'a dit « j'ai réussi à le battre. » Puis je dis « Ah oui, qu'est-ce qui se passe après? » Après, tu vas au coiffeur, puis tu choisis une de tes coupes de cheveux, puis ça donne des pouvoirs différents. Puis tu peux donner des coups de tête maintenant. Puis je suis comme « Aïe! » Puis là, j'étais rentré le soir, là, puis j'avais joué. Puis j'ai battu King Hippo. Puis c'était pas ça pendant tout. Tu vois? C'est ton JS. Oui. Tout de suite après, c'est... je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais celui qui disparaissait. Je jouais pas à Punch-Out, j'arrivais pas... Ça me... moi, j'ai trippé. C'était mon Marvel Rivals de l'époque. Il y a quelqu'un qui vient de battre le... Tu sais, Summoning Salt. Ouais. Il fait des super de bons documentaires YouTube sur les speedruns, mais il est lui-même détenteur de plusieurs records du monde, dont celui de Mike Tyson de Punch-Out, d'avoir fini Punch-Out le plus rapidement possible. Et il y a peut-être 5 jours, vous pouvez le trouver sur YouTube, il a battu son propre record pour la vitesse de battre Mike Tyson lui-même, le boss de la fin. Il l'a battu en bas de 2 minutes. Rappelez-vous comment qu'on se faisait chier assez de battre Mike Tyson? Il le bat en bas de 2 minutes. Il vient de battre son propre record. Ça y a pris quelque chose comme 75 000 essais pour réussir. 75 000? Ouais, quelque chose dans le même. Mais c'est la période où tu as, mettons, des codes à Mortal Kombat, puis tu le sais pas tant que tu les as pas essayés. Oui. Puis quand ça fonctionne, tu capotes. Oh oui, puis que t'allais à l'arcade, puis là, t'avais ta feuille, puis t'avais plein de codes, puis t'essayais des faire live sur ton 25 cents, tu venais de faire, puis tu savais pas si c'est
parce que tu n'avais pas réussi à rentrer le finish him parfaitement, que tu l'avais pas eu. Ou ça n'existait pas. Ou que ça n'existait pas. Ouais. Moi, quand les friendships se sont avérés vrais dans Mortal Kombat, j'ai fait « What the fuck is that? » C'était débile. C'était débile. Anyway, c'est tout ça, Ataboy. Oui, c'est tout ça, Ataboy. C'est tout ça. C'est votre enfance. C'est votre enfance. Puis c'est aussi quelque chose de personnel à l'écrivain lui-même. Yes. Puis c'est... Là, je viens d'avoir un flash. Faut que je la relis, là. Mais, tu sais, il parle à d'autres enfants. Puis au début, il y en a qui s'en souviennent, puis il y en a qui s'en souviennent pas. Oui. Puis là, je me pose la question, est-ce que c'est parce que... Certains sont dans la même situation familiale que lui. Puis d'autres qui le sont pas. Puis plus il vieillit, moins dans son entourage il y en a. Ça fait que le monde oublie la console puis le jeu. Je pense qu'il y a différents niveaux de lecture. Encore une fois, un peu à la manière d'un Twin Peaks ou de Control, tu peux le lire de différentes façons, puis je pense que c'est correct qu'il n'y ait pas d'explication finale. Oui. C'est à ce point-là deep, je trouve. Oui, il y a même un garçon qui il lui dit à un moment donné, il demande de l'aide, puis lui, il est un peu plus vieux, puis il dit « Mais moi, je l'ai déjà fini, le jeu. » Puis plus tard, ce garçon-là déménage parce qu'il va vivre dans un autre état avec son père. Ouais. Ça fait que je l'ai déjà fini, ce jeu-là. Ça fait que je l'ai déjà vécu, ce que tu es en train de vivre. Ouais. Puis là, comme il a besoin de ce plus vieux garçon-là pour lui expliquer le chemin, parce que lui, il est encore en train de le vivre, mais il part pour aller vivre avec son père. J'ai hâte d'avoir un frisson, même t'en parles, puis il y a beaucoup de solitude dans cette bande dessinée. Énorme! Il y a énormément de moments où le narrateur, qui est peut-être l'auteur, dit que c'était son obsession, que les autres jeunes à son école n'étaient plus intéressés par ce jeu-là, ils n'étaient pas intéressés. Mais lui, c'était ça, son quotidien. Son univers. C'était ça. Ouais. C'est lui qui essaie de trouver comment battre des niveaux de façon différente parce que le jeu mute. Ça fait très épisode de Goosebumps en même temps. Oui. Où, tu sais, il était aux prises avec une console maléfique. Il y a quoi de, tu sais, un peu paranormal là-dedans. C'est vraiment une BD unique. J'ai jamais vu ça. Le style qui peut avoir de l'air un peu chambranlant est tout à fait charmant. J'ai full aimé ça. Mais c'est un enfant qui l'a dessiné. Ça fait que c'est les émotions de l'enfant. Puis il joue avec les couleurs. Puis tout à coup, tu sais, quand ça tombe dans le plus sérieux, puis dans le... C'est en noir et blanc. Ça tombe dans le noir et blanc. Puis j'ai trouvé cette partie-là comme tough. Yes. Parce que tu n'as pas le choix de te transposer. Là. Toi, tu l'as vécu, puis moi, j'ai des enfants. Je sais pas, tu vois à quel point c'est fragile un enfant. Mais oui, t'as pas de protection. C'est pourquoi tu penses que toi et moi, on est juste cyniques. Oui. Ça fait longtemps qu'on a fait notre carapace. Là. C'est ça, ça fait exactement. Très longtemps. Puis là, tu les envoies à l'école, puis c'est comme... Tu peux plus les protéger de la cruauté des autres. Tu les envoies dans un système auquel tu ne crois pas. Oui. Puis rempli de cruauté, tu te souviens à quel point les enfants sont cruels, que les adultes sont cruels. Ah, man, les adultes avec les sont enfants. Quand ma mère me disait plus tard, tu vas voir plus tard, ça va aller. Non, les adultes, c'est des mardes aussi. Oui. Quand moi je suis rentré à l'université, je pensais que là, je suis rendu à une autre étape. Il y aura plus... Non, il y a d'autres types de connards. Il y a des bullies ils prennent d'autres formes. C'est ça, ils prennent d'autres formes, puis comme qu'ils vont, à cause de leur ego, vont avoir besoin de t'écraser toi. Oui. Parce que leur ego est trop gros ou trop petit. Puis ça, ils peuvent en être conscients comme ils peuvent ne pas en être conscients. Oui. C'est débile. Oui. Anyway, moi, je suis dans Ataboy. Oui. C'est publié chez Mad Cave Studio. Je vais garder un œil sur cette maison de publication-là parce que je veux voir quoi d'autre qu'ils ont fait. Ataboy est considéré comme un des meilleurs comics de 2024. Avec raison, je suis pas surpris. Puis Ataboy s'écrit A-T-T-A-B-O-Y. L'auteur, c'est le dessinateur et le scénariste, pardon. C'est Tony McMillan, donc T-O-N-Y-M-C-M-I-L-L-E-N. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Puis si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça, envoyez-nous un speak pipe. Je pense que vous allez... ça me surprendrait que vous n'aimez pas ça. Oui, mais ça se peut. Il y a des gens, des fois, que pour X raison... Vous n'avez pas d'âme? Non, les gens ont le droit de pas aimer oui, ben oui. C'est bien correct. Quelque chose peut ne pas connecter avec quelqu'un. Exactement, c'est bien correct. D'ailleurs, ça, c'est une affaire à apprendre, je pense, à chez jeunes, sur les enfants. Oui. Apprenez le fait que c'est correct de aimer ou de pas aimer des affaires. Ah oui. Ça, je pense que c'est la chose que j'aurais aimé ça apprendre jeune. T'as le droit de pas aimer ça, puis t'as le droit d'aimer ça. Oui. T'as le droit d'aimer des Barbie. Who gives a fuck? Who gives a fuck? Tellement, là. Ouais. Mais gars, on est absurde, là, mais un de mes garçons a toujours trippé sur le rose. Oui. Puis il est allé à l'école. Oui. Ça l'est fait dire, j'imagine. Et ça l'est fait dire par des adultes. Par des... Ah oui, non, les adultes. Moi, j'ai été dans des... t'aimes ça le rose? Ah, oui. Mais t'es pas une fille. Puis là,
là, il n'aime plus le rose. Ouais. Il s'est fait casser quelque chose qu'il aimait parce qu'il y a des adultes qui sont insécures dans whatever. Oui. Moi, je me souviens jeune, ma grand-mère Anna, qui est décédée aujourd'hui, m'avait montré comment tricoter. Puis j'étais au chalet familial avec ma mère, ma grand-mère et sa sœur Pierrette. Puis ils tricotaient. Ils m'ont montré comment tricoter. J'avais fait un genre de carré, puis j'étais super fier. Genre, j'étais wow, c'est pas facile, tu sais. Je l'ai montré à mon père quand il est revenu de son chou pour une affaire de pêche, là, ou whatever, de golf, de merde. Puis je disais, hey, gapa, tu sais, j'étais jeune, là. Je disais, j'ai tricoté. Puis il m'a dit, moi, je connais pas grand-chose à ça. Puis là, il riait avec ses amis de gars, tu sais. Puis il était, c'est sûr qu'est-ce qui est con? Il était gêné. Il était gêné parce que ses amis de gars étaient là. Ouais. T'étais fifi. Ton gars, il aime ça tricoter. Oui, Raymond, André. Puis, tu sais, je venais de montrer ça à une pub de 50. Là. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens, j'ai arrêté à cause de ça. C'est fou, hein, comment c'est fragile un enfant. Je traille et tue des gens à cause de ça. Et voilà, papa. Et voilà. T'as voulu rire? Bel job. Hey, merci, Yoann. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous autres à la maison. Allez faire un tour sur le Patreon. Si vous êtes déjà membre Patreon, merci beaucoup de nous donner au mystérieux. Puis on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao. Ciao, ciao.